C'est parti. Non, surtout pas. Marc, alors vous allez lever les bras, vous allez bouger les fesses. Hein, on va commencer comme ça. Non, avancez-vous, avancez-vous. On va commencer cette table ronde. Ah, tiens, d'ailleurs, maintenant il y a un silence, Marc. Je vais te repasser le micro. Alors, moi, je suis danseur professionnel. Non, je suis journaliste. Je travaille plutôt dans la restauration collective, mais la bio, c'est important pour moi, voilà. Et c'est vrai que je suis un petit peu ce qui se passe dans le Finistère. Mais c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui. Je vais plutôt être un peu un perturbateur endocrinien pour agir sur la parole de Sandrine Lefeur, qui vous êtes députée. Oui. Alors, vous avez le micro, hein. Faut parler dans le micro. Oui, oui, elle essaye. On teste, hein. Allez, tapez dessus. Ça y est, c'est bon. C'est bon, voilà. Alors, et vous êtes députée, mais pas que. Vous êtes aussi agricultrice. Oui. Elle dit oui. Je fais des légumes bio. Mais c'est bien, c'est bien. Je continue de parler. Oui, oui, non, mais juste vous vous présenter rapidement. Oui, voilà ce que... oui, donc je suis députée de la 4e circonscription du Finistère, près de Morlaix. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi agricultrice. Donc en bio, j'ai des légumes, des céréales, des vaches allaitantes et des moutons à viande. Et surtout, elle a fait un article dans Le Monde que je vous inviterai à voir. C'était du 23 octobre 2017. Assez impressionnant, on en reparlera tout à l'heure. Sur, pour le glyphosate, hein, c'était ça? Pour le glyphosate. On est d'accord. Alors, Henri Thépeau, alors maintenant tout le monde vous connaît. Vous avez un micro aussi. Vous êtes donc maraîcher bio. Vous avez un parcours quand même, la FNAB. Et puis, dites-nous. Ouais, alors moi je suis bio sur dans le ministère. Et ça fait une trentaine d'années que je suis installé là. Et puis pendant ces 30 ans... On va changer de micro. Pendant ces 30, enfin, sur ces 30 ans-là, j'ai eu l'occasion de différents mandats qui m'ont été octroyés au départ par l'Assemblée Générale du GAB ici. Et puis j'ai un peu parcouru le paysage de la bio française au niveau régional, puis national, et puis souvent même à Bruxelles. Donc une petite connaissance de ce sujet, au moins à une certaine époque. Depuis, je suis un peu en retraite syndicale. Très bien. Alors vous allez passer le micro à Marc. Marc, vous faites quoi en fait? Retraité. Vous êtes normand, vous? Je suis normand d'abord, je ne suis pas agriculteur bio, donc j'ai tous les défauts ici ce soir. Donc j'ai été professeur à l'Agro de Paris et je suis, alors plusieurs activités, mais notamment président de Commerce Équitable France aujourd'hui. Stéphane Le Foll, il vous aimait pas? Alors non mais on va juste, mais je veux bien qu'on en dise, mais sachez qu'avec Stéphane Travers, c'est bien plus terrible. Bon. On met les pieds dans le plat, voilà. Et Erwan, en fait, vous êtes aussi journaliste, donc un journaliste qui interviewe un journaliste, c'est un peu difficile. Mais en 2 mots, vous faites quoi? Pourquoi le bio en plus? Alors je ne suis pas du tout spécialisé en questions agricoles, je suis peut-être la seule personne dans la salle qui saurait pas reconnaître un champ de blé d'un champ d'orge. J'ai passé 20 ans à Paris, mais je suis natif de Quimper, je suis revenu il y a 2 ans, j'ai travaillé surtout en enquête économique, pour la Tribune, pour des agences américaines enfin britanniques, Reuters et AP. Et j'ai passé à la fin 8 ans à Que Choisir, donc avant de revenir m'installer à Quimper pour rentrer dans le Finistère, où je travaille encore comme journaliste économique. Et alors il s'est passé quelque chose à Que Choisir en 2016. Vous avez fait un article. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. J'ai écrit un article sur les pesticides employés en bio, homologués en bio, qui a beaucoup déplu à la Commission Agriculture d'Europe Écologie Les Verts. Et quelques personnes au sein de cette commission ont entrepris d'agir, de faire pression sur Que Choisir pour que je ne travaille plus pour le magazine. Pour le magazine, oui. Sans succès et avec une grande maladresse, puisque les échanges étaient lus par 400 personnes. Et bien entendu, il y en a un des 400 qui m'a donné une copie intégrale des mails. Bon, alors vous allez repasser la parole à Sandrine. Les politiques et la bio, c'est facile? Non, c'est très difficile. Non, plus sérieusement, déjà, je voulais vous dire bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Faut savoir que jeudi soir, j'étais à l'AG de la FDSEA du Finistère et c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Surtout, justement, après l'article du glyphosate que j'avais fait dans Le Monde. Et je voulais vous dire que, voilà,
on peut être pour ou contre ce qui se passe et pour le gouvernement, ça c'est chacun qui décide. En tout cas, moi aussi j'ai des contradictions parfois avec le gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est sûr. Mais j'ai quand même décidé de m'engager et de m'engager surtout pour l'agriculture parce que je suis agricultrice en bio. Je ne suis pas du milieu agricole à la base, mais j'ai bien vu, j'ai été rapidement mis dans le bain et je vois tout ce qui se passe. Et donc, j'ai décidé de m'engager. Et en fait, le glyphosate, pour vous dire quand même, honnêtement, il n'y a aucune étude qui montre que c'est réellement cancérigène, parce que d'abord, c'est très difficile à prouver. Donc, voilà. Et par contre, on a réussi quand même à avoir des avancées. Donc, je sais qu'ici, 3 ans, c'est pas suffisant pour vous. Mais quand même, on a eu des avancées. Et pourquoi on a eu ces avancées-là? Parce que les consommateurs nous ont suivis et qu'il y a eu un gros engagement des consommateurs pour rejeter cette molécule. Cette molécule n'est pas la plus dangereuse, mais c'est une porte ouverte qu'on a enfoncée. Et je vous dis tout ça parce que je pense que c'est essentiel, et Valérie l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait des personnes qui s'engagent, et surtout au niveau du GAB, parce que moi, à Paris, je mets en valeur tout ce que vous faites sur le territoire. Moi, je dis souvent que c'est pas forcément la Chambre d'agriculture qui m'a le mieux accompagnée pour m'installer, surtout au niveau technique, mais bien le GAB. Et je trouve ça vraiment important. C'est pour ça qu'on a besoin, sur les territoires, d'avoir un GAB vraiment très très fort, et que les personnes s'engagent. Que je comprends que vous soyez pour ou contre le gouvernement, ça c'est un autre sujet, mais il faut vraiment nous aider, et en l'occurrence ici m'aider moi à cette transition agricole. Merci. Alors Henri, je vais vous poser quand même la question. Vous aussi, vous pensez que c'est important de se motiver? Vous m'aviez dit, en fait, parce qu'il y a une baisse de la qualité. En bio, hein, on est bien d'accord. Oui, alors en bio, oui, c'est le sentiment que j'ai eu lorsque, en 2006, les accords je ne sais même plus trop, je suis en retraite, la stratégie de Lisbonne prévoyait pour développer, non pas la bio, mais le marché de la bio, prévoyait de lisser un peu toutes les réglementations. Et on a donc commencé par la réglementation bio qui s'est mise en place à partir de 2010. Et où force est de constater que même avec le travail qu'on a pu réaliser entre 2006 et 2010 à tous les niveaux, au niveau local ou bien jusqu'à Bruxelles, on a pu constater que on n'avait fait que sauver quelques meubles. Et que la législation européenne, donc qui s'est mise en place, qui s'applique à tout le monde, avait perdu de sa qualité par rapport au cahier des charges français qu'on avait à l'époque. Voilà. Alors notre engagement à cette époque-là, au niveau de la FNAB, au niveau du réseau, c'était d'imaginer une réponse un peu à cette agression sur les cahiers des charges, et on a imaginé une stratégie commerciale derrière qui visait surtout, qui avait surtout l'ambition de mettre en valeur les valeurs de l'agriculture bio telles qu'elles étaient exprimées par le réseau à l'époque. Et ça s'est traduit par un travail sur biocohérence qu'on a créé à l'époque. Je vois que en 2016 ou 2017, la FNAB a refait ce même travail. Je trouve ça assez rigolo, puisque, avec des objectifs différents, d'écrire une charte qui mobiliserait l'ensemble du réseau et qui définirait un peu les valeurs du réseau. Et cette charte-là, on l'a déjà discuté, et c'est rassurant en même temps que 7 ou 8 ans après, avec d'autres personnes, les valeurs n'aient pas changé, mais ce travail-là, on l'a réalisé, on l'avait déjà réalisé à l'époque, et à l'époque, on l'avait traduit par une marque qui s'appelait Biocohérence, qui s'appelle toujours Biocohérence, et qui me semble importante pour l'ensemble des producteurs qui veulent exprimer autre chose qu'un cahier des charges européen dont on connaît aujourd'hui les limites.
je suis content qu'on voit qu'il y a quelques avancées qui sont prises en compte aujourd'hui, hein, avec le nouveau cahier des charges qui risque de sortir. Mais attention, on connaît hein, le travail des lobbies qui sont partout présents dans les ministères, à Bruxelles, etc. On connaît leur capacité de nuire. Et tant que ce texte de réglementation n'est pas signé, n'est pas validé, il y aura des changements. Vous pouvez être sûr que les lobbies sont là à essayer de faire valoir et de gratter quelque chose au tout dernier moment. Alors j'attends de voir. Alors justement, Marc, là je voudrais bien vous faire parler sur les valeurs de la bio. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la qualité de la bio est en train de diminuer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de nous échapper? Est-ce qu'on va aussi pouvoir faire de la bio hors sol? Alors, on a vu qu'en bac, hein, non, il n'en avait pas question. Hein, ça a été... Donc il y a une révision, effectivement, un peu du cahier des charges à l'échelle européenne. Et moi, j'étais quand même assez... j'étais très inquiet, hein, pour être honnête. Je pensais qu'on allait revoir encore davantage à la baisse. Le compte-rendu là, auquel vous avez eu accès tout à l'heure montre que quand même, sur un certain nombre de choses, vous avez réussi à faire céder le camp d'en face, quoi, hein. Alors effectivement, maintenant, par contre, c'est clair que par rapport aux pionniers du bio, il y avait le bio en tant que respect de l'environnement, mais il y avait aussi du social, il y avait de l'équitable et autres. Et je crois que le combat qu'il nous faut mener aujourd'hui, c'est très clairement bio, local, équitable, c'est l'idéal. Et je pense qu'il nous faut mener ces trois combats à la fois. On n'y échappera pas. Et effectivement, de temps en temps, on voit des marques plus exigeantes qu'un label. Ben oui, c'est étrange, hein. En principe, ce seraient les labels, on pourrait penser, plus exigeants que les marques. Non, il y a des marques privées plus exigeantes que le label. Alors, avant d'avancer un peu dans le débat, on a décidé de vous raconter une histoire avec Erwan, puisqu'il est journaliste. Erwan, tu vas prendre le micro. Et donc, en fait, et si demain, en fait, le bio était fragilisé, attaqué, qu'est-ce qui se passerait? Alors, raconte-nous ton histoire, parce que... Actuellement, le bio ou la bio bénéficie d'un préjugé extrêmement favorable auprès des consommateurs. On est sur une opposition binaire et schématique. Le conventionnel, c'est les pesticides, c'est le mal. Le bio, c'est pas de pesticides, c'est le bien. Pas de pesticides du tout. Et ça, c'est une idée qui est bien installée dans le grand public et qui est aussi bien installée chez les journalistes, chez certains de mes confrères en tout cas, qui peut-être croyant bien faire, exagère et hystérise littéralement le débat. Je vais prendre deux exemples. Un cache d'investigation sur les pesticides que vous avez peut-être vu, qui date, si je ne dis pas de bêtises, de février 2016. Ils avaient une séquence choc où on voyait les cheveux d'une petite fille habitant dans le sud-ouest, une région viticole. Ils sortaient une analyse et montraient la présence de contaminants accumulés dans les cheveux de cette petite fille venant de l'agriculture conventionnelle. En réalité, et j'avais un collègue dans la boîte qui a produit ce sujet, qui s'appelle Première Ligne. Le laboratoire qui leur a fait l'analyse leur a dit « Attention, ça, c'est le shampoing anti-poux ». Ils n'en ont tenu aucun compte. Et ils ont tout mis sur le dos de l'agriculture conventionnelle. Isabelle Saporta, en 2011, avait fait quelque chose de strictement identique. Son documentaire, si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas, donc je l'ai noté, s'appelait « Manger peut-il nuire à la santé ». Ça commençait encore par une séquence choc. Prise de sang, et ils analysaient les métaux lourds dans le sang d'Isabelle Saporta, et un médecin en blouse blanche lui disait « Voilà, ça vient de ce que vous avez mangé ». Isabelle Saporta travaillait à Marianne à l'époque, moi aussi, elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Donc inutile de vous dire d'où venaient les métaux lourds. Des comme ça, je pourrais vous en citer beaucoup. Et à la limite, cyniquement, même si certains d'entre vous dans la salle ont sans doute été agriculteurs conventionnels, à un moment, vous pourriez vous dire, après tout, pourquoi pas? Le dénigrement du conventionnel profitera au bio. Les gens croient que les pesticides sont dangereux pour leur santé. Ils achètent du bio, on ne va pas se plaindre. Mais imaginez maintenant que la machine se retourne et se retourne contre vous. Les médias sont faits de telle sorte que ça leur arrive assez souvent. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais au moment où on discutait avec Jérôme, le pape qui m'a invité ici, que choisir 60 millions de consommateurs d'avril n'était pas encore sorti. Il est en kiosque depuis 2 jours et la couverture, c'est le bio pas toujours propre. Moi, j'ai travaillé à Que choisir, je vais y arriver. On travaille exactement de la même manière qu'eux. On ne fait pas les analyses nous-mêmes. On les sous-traite à des laboratoires et en général, ce sont les laboratoires qui nous suggèrent. Ils nous disent, vous devriez regarder ça. Vous devriez regarder ceci. Vous avez peut-être trouvé, vous pourrez faire un sujet. Les tests coûtent extrêmement cher. Que choisir le journal le plus cher à fabriquer de la presse française. Donc quand on met de l'argent pour faire des tests, il faut qu'on trouve quelque chose. Est-ce qu'on pourrait trouver pour le bio? Évidemment que oui.
D'ailleurs, ça a commencé. Dans le numéro de mars, on a testé les thés verts. Et je pense, sur proposition d'un laboratoire, on a cherché des mycotoxines et quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai noté le nom. C'était un autre sorte de polluant. Oui, mais les noms un peu, c'est un peu... Là, il faut demander à Marc. Marc, voilà. Il va nous les trouver tout de suite, les noms des polluants. Voilà, exactement. De toute façon, si on cherche des polluants, on les trouvera. Des analyses sont capables d'identifier du vin, savoir s'il a été fait entre 1945 et 1961, époque des essais nucléaires atmosphériques, à partir de traces infimes de césium-137. Inutile de vous dire que le vin n'est pas radioactif. Mais si on commence à chercher des choses dans le bio, on va les trouver. Dans les cosmétiques en particulier, c'est un sujet extrêmement sensible. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens en ce moment. En 2007, il y a eu une étude, il n'y en a pas eu d'autres. Ils sont arrivés à la conclusion, c'était dans le Journal of Medicine of New England, qui est une publication très sérieuse, qu'un savon cosmétique pouvait agir sur les glandes mammaires de petits garçons et provoquer une croissance anormale, parce que ça contenait des huiles essentielles d'arbre à thé. L'arbre à thé n'a rien à voir avec le théier, c'est une plante, un arbuste plutôt qui pousse en Australie. Vous prenez cet élément-là, vous le montez un peu en exergue, comme a pu le faire Cache Investigation, ou comme a pu le faire Isabelle Saporta, et vous arrivez à un sujet épouvantablement anxiogène. Vous prenez encore les nanoparticules dont on parle beaucoup en ce moment. Les seuls filtres solaires aujourd'hui qui contiennent des nanoparticules, de titane en l'occurrence, sont les filtres bio, certifiés EcoCert. Pour faire un filtre solaire, il y a deux possibilités seulement. Il faut un filtre chimique ou un filtre minéral. EcoCert a dit que les filtres chimiques étaient potentiellement dangereux pour les organismes marins et donc il fallait privilégier les filtres minéraux, en l'occurrence des nanoparticules de titane. Et je passe sur les pesticides que j'avais évoqués dans mon papier, qui sont utilisés sans doute par certains d'entre vous et qui, dans certaines circonstances, sont quand même pas à verser dans le café le matin. Ils ne sont pas plus dangereux ni moins dangereux que le glyphosate. Tout est question de dose, tout est question d'utilisation. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le jour où les médias vont... Je ne souhaite pas que ça arrive. Je ne pense pas que ça arrivera cette année, ni même dans les 2 ans qui viennent. Mais ça peut arriver, ils auront des éléments. Et donc, je me demande, moi, si le fait d'hystériser le débat et d'utiliser comme seul argument pour le bio, qui du reste n'en a pas besoin, une hypothétique toxicité du conventionnel n'est pas extrêmement dangereux à moyen terme. Donc la question, c'est la dose. Henri, on en avait un peu abordé ça par rapport à biocohérence. En fait, ce qui vous semblait important, c'était qu'il fallait être très vigilant par rapport à l'environnement. Et que, effectivement, on utilise même en bio des produits qui sont quand même toxiques, dangereux, et il faut faire attention. Là où je rejoins... C'est comment ? Erwan, pardon. C'est qu'il faut faire effectivement très attention à la façon dont on dit les choses. Et c'est pour ça que, du temps où j'avais quelques responsabilités, jamais on a pris cette option-là de stigmatiser les pratiques ou les produits d'azote. D'ailleurs, on appelle toujours les agriculteurs qui ne travaillent pas comme nous, on les appelle des conventionnels. Pourtant, ils n'ont rien de conventionnel puisqu'ils travaillent en chimie. D'autres préfèrent dire des producteurs chimiques. Bon, c'est simplement un exemple pour dire qu'on a, au niveau de notre réseau, jamais utilisé cette communication-là négative et toujours essayer d'envisager les choses positivement. C'est un peu l'objet de notre marque qui se veut un cahier des charges complémentaire au cahier des charges européen et non en réaction, quoi. C'est sûr que politiquement, il y a eu une réaction à une attaque qui nous semblait assez évidente sur la qualité du cahier des charges, mais en termes de communication, ça a toujours été quelque chose de supplémentaire qui vient s'ajouter. Ça me semble très important. Marc, c'est quoi la limite entre justement ces pesticides naturels et ces pesticides chimiques ? Est-ce que la chimie est toujours dangereuse ? Non, alors d'abord, bien ou mal et ne pas hystériser.
On est un petit peu ici, il y a aussi une éthique, hein, je veux dire. Et moi, je vais parler à la fois en tant que citoyen, avec des valeurs qui sont peut-être très largement partagées ici, et on n'est pas obligé d'être hystérique pour partager ces valeurs. Et puis, il y a aussi le discours du scientifique. Alors, sur le discours du scientifique, le glyphosate, cancérigène probable. Comment comprenez-vous ça? À juste titre, les contradicteurs que je rencontre me disent, alors souvent sur un ton hystérique justement, Monsieur Dufumier, ce que vous dites là, ce n'est pas avéré. Et je me dois de répondre qu'ils ont raison. Ce n'est pas, je m'explique, ce n'est pas statistiquement avéré. Les scientifiques, quand on dit avéré, ça veut dire c'est statistiquement avéré. Or, qu'est-ce qu'on craint justement avec, pas seulement le glyphosate, et j'en conviens, hein, éventuellement tous les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver éventuellement dans les shampoings ou tous les produits anti-poux, ça nous sommes d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que cette exposition, même à faible dose, mais depuis in utero, jusque bien après la puberté, disons la fin de la croissance, cette exposition prolongée à faible dose se traduit par une perturbation des glandes hormonales, et cette perturbation de fonctionnement des glandes hormonales, et notamment la thyroïde, se traduit par des maladies du vieillissement plus précoces. On en est aujourd'hui, attention, ça n'est pas statistiquement avéré, surtout il faut le dire comme ça, une dizaine, c'est-à-dire que les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, 10 ans plus précoces pour la jeune génération que pour les gens de ma génération. Pareil pour le cancer du sein, de la prostate, la leucémie. Évidemment, ce n'est pas statistiquement avéré, c'est dans 50 ans qu'on pourra voir si, statistiquement parlant, la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies est bien 10 ans plus précoce chez les jeunes que chez les vieux. Il n'en reste pas moins que c'est scientifiquement démontré. Rappelez-vous, il y a 30 ans, on nous prédisait le réchauffement climatique global. Et il y avait des scientifiques, y compris un ministre de l'Éducation, je crois, d'enseignement supérieur, nous disaient ce n'est pas statistiquement avéré. Ben oui, mais maintenant, 30 ans après, la date des vendanges, excusez-moi, au moins une des prédictions quand même de ce réchauffement climatique global, à travers la date des vendanges, ben on découvre que quand même c'est une dizaine de jours plus précoce en moyenne. Hein. C'est une moyenne statistique, ça dépend des années bien sûr, mais c'est une moyenne statistique, et bien 10 ans plus précoce. Donc la science, elle avance par des démonstrations scientifiques, et c'est vrai qu'après elle essaye de vérifier à travers des expériences, mais on ne fait pas d'expérience avec les humains, je t'expose au glyphosate toi, et puis il y aura un témoin qui ne sera pas exposé, heureusement qu'on ne joue pas à ça, excusez-moi. Mais donc effectivement, quand quelque chose est démontré et qu'on ne parvient pas à dire c'est statistiquement avéré parce que c'est multifactoriel, ce sera vrai aussi pour les abeilles et les néonicotinoïdes, hein, le nombre de cas où on n'est pas capable de dire c'est statistiquement avéré alors que c'est quand même scientifiquement démontré, ben écoutez, on peut prendre quand même le principe de précaution et ce n'est pas être hystérique, c'est seulement être prudent. Sandrine, face aux politiques, est-ce que vous pensez que les politiques peuvent agir? Vous êtes engagé contre le glyphosate. Quelle action on peut mener enfin, une action qui est plutôt de la vigilance. Oui, bah après, voilà, là on est justement avec un projet de loi qui arrive. On a pris certaines mesures dans le projet de loi, donc en tout cas au niveau du... Pour l'instant, on verra au mois de mai, mais notamment sur les néonicotinoïdes et les poules en cage par exemple. Donc c'est sûr qu'au niveau politique, on peut agir puisque c'est nous qui légiférons. Maintenant, c'est vrai aussi ce qui a été dit, on a des lobbies, nous, derrière. Moi, j'ai été abordée par Bayer, l'Imagrin, la FNSEA, qui m'a... Voilà, j'ai eu des pressions assez fortes de ce point de vue-là. Donc après, c'est à nous de prendre les bonnes décisions aussi et de ne pas se laisser influencer. Mais je peux comprendre que c'est pas évident, surtout quand on n'est pas forcément du milieu agricole et qu'on n'a pas forcément les convictions derrière. Néanmoins, voilà, on avance et on avance progressivement. C'est sûr que lorsque je n'étais pas élue, je trouvais que les politiques n'avançaient pas assez vite. Maintenant que je suis élue, je me dis, bon, ça va, on avance quand même assez vite, mais sur le terrain, c'est évidemment... Vous m'aviez dit que ça prend du temps. En fait, ça prend plus de temps que prévu? Oui, en fait, on est élu, donc on est élu de tout le monde. Et je suis aussi la députée des agriculteurs conventionnels. Et je suis aussi, je dois les entendre, je dois les écouter. Et quand ils me disent que c'est pas facile, je dois aussi l'entendre et composer. Donc, ils ont des solutions ou pas. On est en train de voir ça avec eux, mais en tout cas, l'engagement est clair, on va vers une sortie des pesticides. Maintenant, moi j'espère qu'elle sera la plus rapide possible.
Normalement, on a des itinéraires techniques, des alternatives techniques et mécaniques à mettre en œuvre. Pas des alternatives chimiques, j'espère. Une sortie des pesticides, vous avez dit. Oui. Je ne sais pas si Marc ou Henri, vous voulez réagir par rapport à ça. Sortie des pesticides. Ouais, j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, je ne sais plus avec qui je parlais, les robots là, qui vont finalement vraiment vérifier l'état des plantes et mettre le juste dosage. Ce ne sera pas du bio, C'était avec toi, Erwan, qu'on en avait parlé. Oui, on en avait parlé. De mon point de vue de journaliste économique, le lobby est quelque chose de trivial. C'est une réalité. Ils sont inscrits au registre des lobbies au Parlement européen. Ce que je sais, moi aussi, c'est que le glyphosate est tombé dans le domaine public et je ne pense pas que Monsanto fasse des marges énormes sur ce produit qui est distribué par au moins une trentaine de firmes. Par ailleurs, tous les produits... Marc fait une drôle de tête. Vous voyez, les silences, c'est important de temps en temps. J'ai dit une énormité. Et tous les produits tous les produits phyto utilisés en agriculture biologique sont fabriqués, l'immense majorité d'entre eux sont fabriqués par Bayer, Pioneer, BASF ou leurs filiales. C'est juste une anecdote, mais j'ai ouvert un compte Twitter pour pouvoir suivre d'autres personnes sur Twitter. La première personne que j'ai eue comme follower dans l'heure s'appelle Antoine Meyer et il est président de l'association internationale des entreprises du biocontrôle. Le biocontrôle, qui n'est pas, je crois, homologué en agriculture biologique, pour les industriels, est un énorme vecteur de croissance. Donc je crois, de mon point de vue de journaliste économique, il faut abandonner l'idée que les grands industriels de l'agro-industrie regardent le bio avec peur. Ils regardent le bio comme une perspective de marché. Donc, oui, alors allez-y. Sandrine. Alors, ouais, juste pour répondre à ça, j'entends bien qu'ils regardent le bio avec une perspective de marché. Néanmoins, moi j'ai rencontré l'IUPP, donc l'Union des industries de protection des plantes. Donc 10% de leur chiffre d'affaires va dans la recherche. Et ces 10%-là, 10% sont utilisés pour les produits de biocontrôle ou produits phyto-bio. Et donc ils étaient tout contents de m'annoncer ça. Et moi je leur dis, mais vous voulez dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 10% de votre recherche qui va dans les produits bio et produits phyto-bio, quoi. Et je me dis, mais vous n'êtes pas du tout dans l'air du temps, quoi. Sachant que c'est super long de mettre au point un produit, je dis, ça veut dire qu'il y a encore 90% de votre budget recherche qui va dans les produits chimiques. Et là je dis, mais il y a un problème, quoi. Ils étaient tout fiers de m'annoncer ça, mais moi je leur ai retourné le problème et bah là ils savaient plus quoi me répondre, quoi. Donc je comprends bien que ça a marché, mais je suis pas sûre qu'ils l'envisagent et enfin j'arrive pas à voir comment ils voient l'avenir. Franchement. Henri, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on en avait parlé. C'était en fait tout ce pouvoir peut-être économique autour de la bio. Oui, bien sûr. Pour complémenter un peu ce que tu disais, c'est sûr que des produits phytosanitaires utilisés en bio, on en a pas mal, par exemple, qui sont faits à base de plantes. Les purins, des décoctions, des choses comme ça. À qui ça va rapporter, ça? À qui ça va rapporter de faire des purins d'ortie ou de vendre du purin d'ortie? Ça va sûrement pas rapporter ni à Bayer, ni à qui que ce soit. Donc c'est pas, ils n'ont pas du tout intérêt à investir dans ce type de recherche. Même l'INRA, qui se vantait du temps où j'étais encore, c'était en 2007 ou 2008, Marion Guyot, qui se vantait d'avoir 29 chercheurs à bosser sur des programmes répondant à la bio. 29, ça représente sur 2900 chercheurs. Ça fait 1%. Alors que parallèlement, on a des objectifs de 20% déjà à l'époque de production en bio. On a une recherche qui représente 1%. Une recherche en bio qui représente 1% du chiffre d'affaires de l'INRA. On marche sur la tête, quoi. Ça rapporte rien à personne de vendre du purin d'ortie. Marc, vous hochez la tête depuis un petit moment. Là, je me suis dit, vous allez dire quoi là? C'est dramatique. Ça, c'est dramatique, oui. Non, c'est dramatique. Alors, c'est vrai que je pense quand même que le privé est plus alerte sur ces questions-là que la recherche publique. Et je trouve ça absolument dramatique. Je pense effectivement que les multinationales, alors c'est peut-être que 10%, je ne pourrais pas dire les chiffres exacts, mais je pense qu'ils se rendent compte quand même que la consommation, peut-être que pour des raisons anxiogènes d'ailleurs, ça a été dit, mais que la consommation bio va s'accroître. Et je pense quand même que ces multinationales s'y préparent déjà. Et s'y préparent déjà, y compris,
il faut le savoir, à travers donc, ce qu'on appelle les biostimulants, hein, les spores de champignons mycorhiziens, les bactéries, style rhizobium et autres. Je vais vous dire, c'est clair que le privé a une longueur d'avance sur l'INRA. Donc là, vraiment, en termes de recherche publique, c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux qu'on ait à un moment fermé le laboratoire de microbiologie des sols et que c'est les multinationales qui brevettent aujourd'hui les biostimulants dans lesquels il y a des choses très bonnes et il y a des poudres à perlimpinpin. Donc aujourd'hui, on est quand même un peu embarrassé à cause de ça. Alors sur le plan scientifique, j'aurais envie de dire la chose suivante. Le bio, pour des raisons historiques, a opposé chimique à naturel. Et moi, bah écoutez, je n'oppose, mon principe même, c'est pas d'opposer chimique à naturel, mais d'opposer ce qui tue, c'est-à-dire les produits en CID, qu'ils soient naturels ou chimiques, à d'autres méthodes qui sont on vit avec. Et l'agriculture biologique moderne de demain, inspirée de l'agroécologie, elle ne mettra plus de produits pesticides, insecticides, nématicides, acaricides et tout. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Il faut qu'on termine ça au plus vite. Par contre, on va apprendre à vivre avec. C'est-à-dire, il faudra des variétés effectivement tolérantes aux insectes piqueurs-suceurs. S'il faut des poils, ben on aura des poils et l'insecte piqueur-suceur ne piquera pas. Si c'est des chenilles, la feuille sera lisse. Le papillon dépose son œuf, l'œuf tombe à terre, la larve ne se développera pas. Puis maintenant, on découvre en science, mais trop tard, que vous avez des plantes quand elles sont attaquées par une échancrure, et c'est souvent les échancrures qui sont l'origine des mycotoxines. La mycotoxine n'est pas un polluant, hein, c'est un champignon. Mais c'est souvent au moment de l'échancrure, ben, figurez-vous, on découvre qu'il y a des gaz volatiles qui attirent la coccinelle qui va neutraliser le puceron. Alors ça, c'est l'agriculture moderne de demain. On va vivre avec, on va mettre des variétés végétales et des espèces différentes, on va diversifier les rotations, les assolements, pour qu'un agent pathogène, pour aller d'une plante vers la plante de la même espèce, trouve 10 barrières sur son chemin. Ça va être ça l'avenir de demain. Et les OGM en bio? Alors, les OGM, c'est juste la poursuite d'une recherche génétique classique avec des risques supplémentaires quand même, hein, liés à la technique elle-même, les deux d'ailleurs, la technique du transfert, c'est-à-dire on réveille des gènes non codants, alors là on rentre dans des considérations scientifiques un peu compliquées, il y a un risque lié à la technologie et il y a surtout ce pourquoi ces OGM ont été fabriqués. Mais ce pourquoi ces OGM ont été fabriqués, c'est quand même très ressemblant à ce que faisait la génétique classique. Et c'était une erreur. Au lieu de dire on va mesurer le rendement à l'échelle de l'écosystème, on a dit mettez-nous au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement, qui se sont révélées gourmandes en engrais de synthèse et sensibles, et effectivement pesticides pour les protéger. Bon ben ça c'est terminé. Après on a dit on va mettre la toxine dans le maïs pour que ça tue la pyrale, comme ça la pyrale ne va pas tuer le maïs. Mais inutile de vous dire que la pression de sélection pour qu'une chenille mutante résistante à la toxine BT, elle va apparaître évidemment bien plus vite que les résistances quand c'était des pesticides, parce que c'est pendant toute la durée de croissance du maïs que s'exerce la pression de sélection en fonction du mutant. Tout le monde suit là. Mais juste pour vous dire... Non, parce qu'il peut partir aussi. Hein. Oui, voilà. Non, mais juste pour vous dire que le scientifique, par rapport à ça, en tout cas, il dit non, ce qu'il faut effectivement, c'est vivre avec, on ne tue plus. Parce que ces produits en CID, malgré tout, même si c'est des maladies du vieillissement plus précoces, ben, ça tue quand même lentement. Et ça, c'est quand même démontré. Pas statistiquement avéré, j'en conviens. Ben, écoutez, à partir de maintenant, on va devenir raisonnable. Mais scientifiquement, on ne manque pas de voie. Et alors, dans les biostimulants, les champignons mycorhiziens, c'est-à-dire capables d'aller chercher des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile, et plus encore s'il y a de l'agroforesterie, s'incruster dans la racine, pas seulement la truffe est un champignon mycorhizien dans la racine du chêne, mais il va s'inscrire dans la racine des plantes annuelles et des arbres, et ils vont nous débusquer les éléments minéraux qui sont en sous-sol, que la roche-mère altérée libère tous les jours. Sachez que le vrai problème, c'est le phosphore. Il y a, d'ici 3-4 décennies, pénurie de mines de phosphate. Exploiter les nouvelles mines, coût d'exploration et d'exploitation va devenir hyper coûteux. Mais on a déjà la solution biologique à travers les champignons mycorhiziens. Le problème, c'est que dans les biostimulants, l'INRA n'a pas assez travaillé. Il y a des poudres à perlimpinpin et il y a des gens qui vont vous vendre des produits qui sont peut-être pas géniaux. Qui ne sont pas géniaux, c'est ce qu'on disait, donc les bio, la recherche sur la bio. Vous le sentez, vous, au niveau politique, avec ces lobbying? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'on ne saisit pas? Vous vous disiez, c'est vrai, c'est 90% finalement de produits. Qu'est-ce que ça va donner comme agriculture? Bah, moi, c'est là où je suis un petit peu inquiète. Et derrière tout ce débat, la question que je me pose, c'est quel avenir on veut pour la bio de demain. Parce que on voit que la grande distribution s'en empare, des agriculteurs s'en emparent, c'est bien, hein, on est tous là pour pousser vers le haut notre agriculture. Mais on a des objectifs qui sont inscrits dans le projet de loi pour la restauration collective à 20% de bio d'ici 2022. Mais
Enfin, c'est quel bio, quoi, parce que... Ça a été retoqué par le Conseil d'État, mais le gouvernement soutient. Oui, je sais, le gouvernement soutient quand même. Bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis allée visiter des exploitations, donc avec la FDSEA qui m'avait invité pour une journée, ils m'avaient envoyé voir une exploitation de tomates en serre, 2 hectares. 2 hectares en bio. Et là, je me dis, est-ce que c'est ça qu'on veut pour demain en bio, quoi? Moi, derrière ça, je me pose cette question-là. Il y a la grande distribution s'empare de la bio. Qu'est-ce que ça va être si c'est pour avoir un bio industriel? Ben, moi, j'en veux pas. Je préfère avoir un cahier des charges bio qui se durcit pour protéger notre bio, plutôt que d'avoir ce bio industriel. Et on le sait, aux Pays-Bas, justement, vous l'avez dit, ils envisagent de la tomate hors sol. Mais donc, pas qu'aux Pays-Bas, puisque j'avais entraîné Florence du GAP 29. Chez Salvéole, pour parler de la bio, ils y parlaient de tomates et ils étaient prêts à faire de la bio. Au KT à Saint-Paul, c'est ça, enfin vous connaissez, oui, au KT à Saint-Paul, ils font des expérimentations des tomates hors sol dans des serres, il n'y a aucun pesticide. Ils filtrent l'air. Les tomates, elles sont hors sol, du coup ils se disent, bah voilà, comme c'est pas en terre, j'ai aucun souci de maladie. C'est ça l'avenir de demain pour eux. C'est des tomates hors sol avec de l'air filtré et sans pesticides. Maintenant, je me pose la question de ce qu'il y a dans leur solution. Après la question, Marc, les nutriments, finalement, c'est pas la même chose après quand on mange des produits qui sont hors sol. Les produits en bac, les produits hors sol. Voilà. Alors, on met les nutriments. Mais là, je viens d'apprendre, ce sera seulement les 3 pays nordiques qui vont avoir une dérogation pour 10 ans. Donc moi, ça me rassure, je vous le dis tout de suite. Alors, le vrai problème de ce type de culture dit hors sol, en bac, effectivement, c'est que dans un premier temps, ça peut parfaitement marcher. Alors d'abord, c'est hyper coûteux en énergie quand même, parce que ça circule, etc. Moi, c'est d'abord surtout le bilan énergétique sur lequel je suis réservé. Mais le problème aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de maladie. Et à la moindre maladie, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura les produits en CID. Bon, donc, sans avenir. Sans avenir, sans appel. Henri, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'aurais tendance à être tout à fait d'accord avec Marc, mais le politiquement correct revient toujours au galop. Et en fait, je crois que c'est quand même un mieux. C'est quand même un mieux que Salvéole transforme toutes ses tomates en tomates bio, même si ils auront des soucis à un moment, c'est vrai. Mais c'est quand même un mieux parce que en Bretagne, je voyais des chiffres encore, je ne les connais pas, je ne retiens jamais les chiffres, mais on constate que malgré un plan éco-phyto qui date déjà de plus de 10 ans, on a toujours les mêmes quantités de produits chimiques qui sont épandus sur le sol. Alors sachant qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font déjà beaucoup d'efforts, ça veut dire que les autres agriculteurs, ils en mettent encore plus, quoi. Et ça m'inquiète un peu quand même. Les agriculteurs, en fait, ne font pas les efforts qu'ils prétendent faire, ou alors, effectivement, ce sont les mauvais élèves de la classe qui en foutent 2 fois plus. Il y a quelque chose qui c'est incohérent, ça. C'est incohérent. C'est incohérent. Mais enfin, bon, les chiffres sont là. On consomme en Bretagne autant de pesticides, voire plus à certains endroits, et d'engrais chimiques qu'il y a encore 10 ans, malgré tous les engagements de chacun. Voilà. Donc, je pense que malgré tout, quand même, l'ensemble de la profession agricole avance certainement, mais ça sera surtout sur la contrainte, sur la contrainte réglementaire qu'on arrivera vraiment à des avancées qui seront réelles. Mais par contre, effectivement, si ce modèle industriel se développe en bio, sans doute qu'il a sa place, sans doute qu'il faut approvisionner la grande distribution. Ça fera toujours ça de moins de produits phyto épandus sur la terre. C'est pas le modèle que j'ai envie comme Sandrine, c'est pas le modèle que j'ai envie de soutenir. Et je ne comprends pas que les agriculteurs n'aient pas envie de se démarquer de ce modèle-là en s'approchant de marques qui sont beaucoup plus exigeantes et qui garantissent aux consommateurs une qualité des produits, une qualité environnementale, une qualité sociale et un modèle économique différent de cette agriculture-là européenne, bio. Mais en fait, est-ce qu'on peut préserver quand même la bio en tant que secteur de niche?
Ou est-ce qu'on peut la développer, comme vous dites, avec des industriels? La bio n'a pas vocation à rester dans la niche. Je ne vois pas pourquoi. Il y a encore... aujourd'hui, on approche les 5% de la consommation. Dès qu'on sort des 5%, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à 10%, puis à 20%. Il n'y a aucune raison que ça continue. Que ça s'arrête. Surtout en fait, s'il y a des accompagnements qui sont à la hauteur des ambitions chiffrées nationales, quoi. Aujourd'hui, on va plutôt vers un désengagement de l'État. C'est un peu dommage, qui se débine sur les régions pour développer la bio et maintenir les financements aux agriculteurs qui veulent bien faire du changement. C'est quand même dommage. Marc veut prendre le micro. Vous avez eu de la chance parce que je pense qu'il voulait le prendre un peu vivement. Rapidement, mais non, c'est à l'histoire de niche. Alors, il faut savoir comment des états généraux de l'alimentation, le discours inaugural du ministre de l'Agriculture, c'était ça. Il ne faut pas opposer les agricultures. Il y a bien un marché pour les produits bio et il y a bien une place pour la production de masse. Et j'étais obligé de lui dire, ça c'est vachement sympa, quoi. Il y a des produits bio un peu plus chers pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Oui, et ça, on peut le voir sur YouTube encore. Hein, c'est encore disponible. Votre intervention, elle avait été... Ouais. Mais le Français consomme, je crois, de plus en plus de produits transformés aussi. Oui, alors c'est clair. Vaut mieux... Les produits transformés, vaut mieux éviter, ne serait-ce que déjà la viande. Je veux dire, c'est pas seulement qu'on a réussi à mettre du cheval dans du bœuf, mais tout ce qui est plat préparé, c'est de la viande importée. Et soyez sans crainte, à coup sûr, là, vous avez des anti-inflammatoires. Quand même, par rapport à ce que vous disiez, là, effectivement, le niveau de vie des consommateurs, quand je vois, là, il y avait un article dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, qui disait que les sodas, le prix des sodas baisse de 7%, le prix des légumes augmente de 40%. Les fruits et légumes risquent d'augmenter de plus en plus, et les produits frais vont de plus en plus chers, déjà même conventionnels. Donc le bio, encore plus. Donc tout le monde n'aura pas accès au bio. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Alors, je vais présenter mon programme et puis après je récolterai 500 signatures, s'il vous plaît. Je pense qu'il nous faut impérativement pouvoir rendre accessibles des produits de terroir, des produits bio, des produits labellisés, enfin je veux dire avec une relative garantie, le rendre accessible aux couches modestes. La première urgence, mais je partage complètement le point de vue, c'est, puisque les perturbateurs endocriniens, quelle que soit leur origine, j'entends, mais il y en a dans l'alimentation, c'est depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, la puberté, tout bio dans les cantines. Excusez-moi, il faut viser très haut, progressif dans la démarche, mais à terme, et à terme si possible pas trop longtemps, tous les produits bio, moins de perturbateurs endocriniens pour les gamins, parce que c'est quand même cette prédiction de Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, là c'est une mesure sanitaire, il y a urgence que nous soyons raisonnables, et pour que ce ne soit pas imputable aux parents d'élèves, le surcoût, eh ben moi je prends 1,6 milliard d'euros des 9 milliards de la politique agricole commune, je les prends pour subventionner le surcoût, et du coup les maires, les départements et les régions diraient aux agriculteurs du coin, écoutez, on vous assure sur 6 ans, on donnerait une progression de 6 ans, on vous assure qu'on vous achète un volume croissant de produits bio à un prix rémunérateur. On se donnerait une transition de 6 ans, mais ce serait radical dans l'orientation, et on verrait évidemment beaucoup de transformations bio en circuit relativement court. D'ailleurs, on arriverait à mettre des plateformes logistiques suffisamment courtes et de taille critique pour rendre y compris la collecte primaire rentable, moins coûteuse. Et du coup, d'ailleurs, viendraient se greffer les Biocoop et autres magasins spécialisés pour utiliser ces plateformes logistiques. Je pense que là, ce serait une mesure hyper salutaire. Ce n'est pas imputable aux parents d'élèves, c'est des impôts que nous payons déjà, c'est les subventions de la politique agricole commune. Et le reste, moi je propose qu'on paye les services environnementaux, c'est-à-dire que c'est terminé les aides, les subventions. Ah, vous avez des subventions, alors on va vous mettre des conditionnalités pour tous les terroirs de 28 pays. Non, on va vous rémunérer les services environnementaux. Alors le producteur bio qui rend service, il aura rémunéré pour son bon produit bio et pour les services environnementaux. Et des gens qui sont en progression, qui ne sont pas complètement, parce que c'est quand même vrai que ce n'est pas toujours facile, on est à l'écoute de ça. Mais des gens qui sont en zéro labour, mais bon, ils ne sont pas encore en bio, on voudrait qu'un jour ils fassent du zéro labour sans glyphosate, il y a des solutions techniques, on les connaît. Mais bon, la transition, écoutez, ils séquestrent du carbone, ils mettent des haies, ils sauvegardent des coccinelles, il n'y a plus de pucerons, ils mettent des légumineux, ça nous évite des importations de soja transgénique, ça nous évite des importations de gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, parce que c'est la luzerne qui a fertilisé en azote, alors que les engrais azotés de synthèse sont très émetteurs de protoxyde d'azote, etc. Non, mais c'est juste pour vous dire que
ça fait système qu'on comprend le fonctionnement des agroécosystèmes. Oui, on peut négocier la rémunération de services environnementaux. Bon, Sandrine, c'est un projet de loi là, qu'il va falloir soutenir. Vous avez vu le plus de bio, hein. Je disais que c'était notre futur ministre. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un point de vue que je partage et je pense que suite au projet de loi, on va bien travailler là-dessus sur les orientations que la PAC doit prendre. Cette histoire de services environnementaux, elle sera, en tout cas, elle est en bonne voie pour être reprise dans la PAC, mais c'est vrai que vous connaissez très bien le système. Derrière la PAC, on sait qui influe, comment ça se passe, et c'est là que c'est très compliqué parce qu'on a des agriculteurs qui font avec la PAC, avec un certain montant de la PAC depuis des années, et demain, comment on leur dit stop, quoi, en fait. Donc là, politiquement, c'est plus compliqué. C'est facile à dire, mais à le faire, c'est plus compliqué. Après, ça en va effectivement de la volonté du gouvernement. Mais effectivement, c'est un sujet important, la PAC. Voilà. Marc, il continue. Hein. Il va reprendre le micro. On va faire en stéréo. Il faut juste pas oublier que voilà, le projet de loi est un outil. Derrière vient aussi la fiscalité. Derrière vient la PAC. Et on a sur les territoires aussi tous les PAT qui se développent. Et Stéphane Perron est là et travaille aussi là-dessus au niveau du département. Donc je pense qu'il y a plein d'outils en fait à mettre en place pour faire évoluer l'agriculture. Encore une fois, il faut tirer tout le monde vers le haut. Et je pense que justement, c'est aussi votre rôle à vous d'aller voir vos voisins, d'aller discuter avec eux, faut pas hésiter à aller échanger avec eux, en fait, même si de premier abord, voilà, ça peut être difficile, mais c'est hyper important. Vous appréciez l'horizontalité du GAP 29 dans sa fonctionnalité, là, maintenant. C'est en fait chacun autour de chez soi qui est motivé et qui va... C'est super important d'avoir un petit peu partout des pions, on va dire, sur le territoire qui montrent à leurs voisins, voilà, moi je fais autrement, c'est possible, est-ce que tu me suis ? Bon, on va faire quelque chose aussi pour la ferme de Brest. Hein. Marc, c'était quoi la cachotterie que vous étiez en train de dire à Henri ? Avant de passer les questions à la salle. C'était une plaisanterie. Non, on va pas rigoler ici, on est sérieux. Parce que Sandrine disait que c'était beau de parler, mais c'est plus compliqué politiquement. Et j'étais en train de dire, elle dit que je ne fais que parler. Et que, voilà. Donc, alors, on va vous faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, c'est bien si vous vous présentez. Oui, bonjour à tous. Donc je me présente, Paul Lasquette. Là, donc je suis paysan en bio depuis un peu plus de 15 ans là, dans le Finistère, enfin à Dinéol plus précisément. Et c'est vrai que j'ai un peu de recul sur l'évolution aussi des pratiques en bio. Et une question que j'aimerais bien poser, c'est de savoir est-ce qu'on n'a pas reproduit en bio aujourd'hui ce qu'on a vécu nous en conventionnel. Moi je viens du conventionnel, où les fermes sont trop spécialisées. C'est-à-dire que les uns vont faire du lait, de la viande bovine, d'autres du maraîchage. Et effectivement, ça nous conduit souvent à des impasses, comment j'appelle techniques, des impasses techniques, où justement, les producteurs laitiers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être obligés de trouver de la paille ailleurs. Et où la paille est disponible, c'est dans le conventionnel. Les maraîchers, ils n'ont pas de fumier. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent du fumier dans le conventionnel. Une partie d'entre eux en tout cas. Est-ce qu'on ne ment pas un tout petit peu parfois aux consommateurs en disant que la bio est nickel ? Je trouve que d'être obligé de sous-traiter certains produits qu'on utilise en bio dans le conventionnel, moi ça me gêne un petit peu. Donc c'est une question, voilà, est-ce que justement cette surspécialisation de nos modèles, de nos fermes en bio aujourd'hui, un peu sur le modèle du conventionnel, où effectivement chaque ferme a trouvé des solutions techniques très précises pour pouvoir produire. En bio, la bio, comme disait M. Fumier tout à l'heure, c'est effectivement les rotations, c'est une forme d'écosystème. Et effectivement, les fermes aujourd'hui, le fait qu'elles se spécialisent, elles rompent un peu aussi cette forme d'écosystème. Voilà, donc, donc donc cette spécialisation aussi nous répond aussi à un autre souci que j'ai, c'est effectivement la reprise des fermes. Aujourd'hui, nos fermes trop spécialisées deviennent quasiment irreprenables. Et en bio, est-ce qu'on n'aura pas le même problème dans 10, 20 ans ? Même ça va se présenter aussi. Et voilà, donc voilà, c'était juste mes deux questions.
Merci beaucoup. Henri ou Marc, je ne sais pas, un petit commentaire. La spécialisation des fermes. Oui, alors je suis d'accord avec toi, Paul. C'est peut-être pour la même raison qu'on fait partie tous les deux de la même organisation privée qui s'appelle Biocohérence. Ça fait partie des questions que l'on est tous amenés à se poser sur la véritable durabilité de nos systèmes. Et même si autour d'un cahier des charges, on n'arrive pas à tout énumérer, le travail de réflexion qui avait été fait et puis qui doit être toujours continué, c'est de réfléchir à chacun dans son coin à la durabilité de son propre système, que ce soit au niveau technique ou économique ou social, parce qu'on a tous, absolument tous, des progrès à faire sur chacun des 3 piliers du développement durable. Marc, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, rapidement, pour aborder dans le sens, effectivement, sur le long terme, l'avenir de la bio, c'est la diversification. C'est-à-dire des rotations plus longues, c'est l'association agriculture-élevage, impératif. Alors si ce n'est pas dans chaque ferme, mais au moins en termes de terroir. Et c'est vrai que quand les élevages seront bio et puis que les cultures sont bio, on s'échangera des produits bio entre les fermes. Mais il faut impérativement parvenir à une plus grande diversification. Alors, il nous faut être honnête, cette diversification, c'est à la fois parfois plus de matériel. Du coup, ça va de pair le bio moderne de demain avec réhabiliter des CUMA, du matériel partagé, les uns et les autres on se le partage, parce que si pour la diversification on est obligé d'acheter tout, les raisons de la spécialisation, c'est que souvent il fallait amortir au plus vite un gros matériel pour lequel on s'est lourdement endetté. C'est vrai en industriel, mais en bio ça peut exister aussi. Donc je pense que ça va de pair avec des formes d'organisation sociale aussi plus solidaires à travers des coopératives d'utilisation de matériel en commun. Mais oui, l'avenir est très clairement à la diversification. C'est comme ça qu'on évite la prolifération des ravageurs, c'est comme ça qu'on évite de devoir chercher du conventionnel pour alimenter du bio, absolument. L'avenir est à la diversification et on mesurera les rendements à l'échelle des systèmes. Ce n'est pas chaque culture qui doit être mesurée dans son rendement, c'est le rendement d'un agroécosystème à l'échelle d'une ferme, à l'échelle d'un terroir, à l'échelle d'un pays. Et moi je pense que les plans alimentaires territoriaux devraient aider à ça précisément. Une autre question? Oui, donc René Léa, donc paysan bio à +4, en bio donc depuis 91, paysan depuis mes 15 ans, donc ça fait un petit moment. Et donc, comme Paul, moi je pense que notre principale richesse, c'est le rapport de confiance qui existe entre nous et les consommateurs. Et je pense qu'il y a aussi une problématique qui n'a pas encore été posée aujourd'hui, c'est les semences. La plupart des semences qui sont utilisées en bio viennent de l'agrochimie, des 4 ou 5 multinationales qui font de la chimie, qui font de la semence pour tout le monde. Et moi je pense qu'on a tout intérêt, nous autres, paysans bio, à être autonomes au niveau de nos semences. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer un cahier des charges pour faire valoir nos semences paysannes. Et donc, le consommateur, par son acte d'achat, une fois qu'il verra les légumes estampillés semences paysannes, soit sur son marché, soit dans le magasin où il ira acheter ses légumes, ou son pain demain, ou sa viande, pourquoi pas, pourra choisir une agriculture différente et qui n'est pas dépendante de la chimie. Donc je vous invite à nous rejoindre à Colcos. Les semences. Vous avez quelque chose à rajouter, Marc? Pardon, il y avait une question ici. Oui. Oui, Stéphane Perron, conseiller départemental délégué à l'agriculture donc dans le Finistère. Je pose une question, donc je gère le PAT et puis quand je vous entends, j'ai l'impression que le bio c'est super et puis le conventionnel c'est pas terrible. Alors moi je suis un petit peu, même si je l'apprécie pas trop Stéphane Travers, je pense que c'est simple comme dit Henri, pour nous on essaie, vous voyez, de dire que le conventionnel, tout le monde pour le bio. Est-ce qu'il y a différents niveaux de conventionnel? Exemple, moi je suis pas du tout agriculteur, c'est pour ça que c'est un milieu qui me plaît bien malgré même
même si je ne suis pas agriculteur, mais exemple, j'ai appris que les vaches pâturaient chez nous dans le Finistère 170 jours, 180 jours, je ne sais pas exactement, ce qui n'est pas forcément la réalité d'autres régions ou d'autres pays français. Donc je voudrais que vous me définissiez, c'est trop simple ce que vous dites, Henri, je trouve. Oui, c'est voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a différents niveaux de conventionnel? Il y a peut-être du conventionnel qui est moins à risque que d'autres, quoi. Je trouve que c'est trop facile d'opposer. Et la solution que vous proposez aussi, elle est trop simple, parce qu'il faut se faire avec tout le monde. C'est la difficulté en tant que politique. Vous voyez, on a un écosystème. Pour faire évoluer les gens, c'est pas en les brutalisant qu'on peut modifier un peu la modification des systèmes alimentaires. Donc Henri, c'était Marc. Oui. Mais c'est très bien. C'est pas grave. Il a écouté. Alors, effectivement, il ne faut pas opposer les agriculteurs, mais impérativement, on est contraint d'opposer les agricultures. Oui, il y en a une qui se rapproche quand même d'une alimentation saine pour le plus grand nombre et un environnement durable pour les générations futures. Et il y en a bien une autre qui est en train de détruire nos écosystèmes. Je n'ai pas dit les agriculteurs l'ont voulu. Je pense que l'une des responsabilités, ça me permet de répondre sur l'histoire des semences, elle est imputable, y compris à une certaine recherche agronomique, à des gens qui me ressemblent, des agronomes, qui ont mis au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare. On leur a demandé de faire, pour amortir au plus vite les investissements, des variétés passe-partout, donc qui puissent du Pas-de-Calais jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace, et au Monsanto aujourd'hui c'est le monde entier, pour amortir au plus vite. Et on leur a demandé de faire vite, et pour faire vite et démontrer qu'une variété a donné dans les expériences multilocales, un rendement supérieur aux autres 95% des fois, il ne fallait pas qu'il y ait de sangliers qui piétinent, donc clôture, il ne fallait pas qu'il y ait à un endroit plus d'insectes qu'à un autre, parce que la différence de rendement aurait été imputable aux insectes et non pas à la variété, donc il fallait 0 insectes, on avait insecticide, 0 nématode, on a mis 0 nématicide, 0 araignée acaricide, voilà. Et donc le produit, il est quand même d'une agriculture, où autrefois, c'est l'histoire des semences, les agriculteurs avaient des semences adaptées à la multitude de leur environnement, et maintenant il faut adapter la multitude des environnements à un très faible nombre de variétés, les seules inscrites au catalogue. C'est une sombre histoire, mais c'est une rupture dramatique du point de vue écologique, parce qu'effectivement, des variétés adaptées aux environnements, on pouvait vivre avec les insectes piqueurs-suceurs. Maintenant, il faut que tous les environnements ressemblent à la station expérimentale, donc on artificialise à l'extrême avec ces produits en seed. Alors ça, il faut qu'on sorte de ça, et je suis désolé, il faut arriver à dire c'est radical le virage que nous devons prendre. J'y arrive. Et du coup, il faut penser, c'est radical dans les orientations, et évidemment, ça ne sera qu'une transition, et le mot de transition écologique me convient. On va se donner le temps et on va négocier. Alors, le fait, bien, mal, j'entendais tout à l'heure, où c'est trop radical. Il y a les bons et les mauvais. Ça, c'est lié à un cahier des charges. L'agriculture biologique, elle a une obligation de moyens. Si vous respectez la totalité du cahier des charges, vous êtes dans les bons. Je reprends les mots qui fait hystériser, je le refais exprès, donc j'essaie de dire que j'ai quand même écouté. Et ceux qui sont dans une démarche de progrès et qui n'ont pas la totalité du cahier des charges, ils ne sont pas bio, ils n'ont pas de label, ils ne sont pas mieux rémunérés, alors qu'ils sont dans une démarche de progrès. Donc il nous faut impérativement parvenir, et je crois que les plans alimentaires territoriaux doivent aider considérablement à ça, pour qu'effectivement l'agriculture moderne de demain soit, alors orientation bio, ça c'est clair, c'est radical, on n'y échappera pas, on n'a pas le droit de dire nos gamins, tant pis les perturbateurs endocriniens. Ça, moi je suis désolé. Et puis les abeilles, c'est pas grave, la surmortalité des abeilles. Et le taux d'humus, c'est pas grave si ça diminue l'érosion des sols. Moi, je crois que là, si on n'est pas radical là-dedans, on est un peu méchant. On est méchant en tout cas pour les générations futures. Alors, la transition, pour y arriver, effectivement, c'est de dire, il y a des gens qui sont dans des démarches de progrès. Ils font du zéro labour. Quand ils font du zéro labour, ils ressuscitent des vers de terre. Ils fabriquent un taux d'humus, ils séquestrent du carbone. C'est un service d'intérêt général? C'est pas encore bio? Eh bien, je paye. Je prends 9 milliards d'euros, moins 1,6 milliard d'euros pour la restauration collective. J'ai des milliards d'euros qui servent à payer des services environnementaux. Je ne dis pas, vous êtes agriculteur, vous avez besoin d'aide, vous êtes mendiant, alors on va vous aider, et on va vous aider, mais il y aura des éco-conditionnalités, vous allez remplir des lignes et des colonnes. De toute façon, on a fait les aides, les éco-conditionnalités pour tous les terroirs de 28 pays, vachement efficace. Non, c'est dans cette région, qu'est-ce qui est utile? On séquestre du carbone, c'est comme ça qu'il faut séquestrer du carbone. À quel prix êtes-vous prêt à séquestrer du carbone? Eh bien écoutez, je vous paye. Ici, vous mettez des légumineuses, vous sauvez les abeilles, vous évitez les importations de soja transgénique. C'est un service d'intérêt général? Moins de protoxyde d'azote parce que pas d'engrais de synthèse? À quel prix êtes-vous prêt à me rendre ce service d'intérêt général? Écoutez, moi je vous paye. Et puis vous mettez des haies, c'est les pucerons, vous neutralisez les...
À quel prix je vous paye? Et bien du coup, il y a des gens qui sont en transition, dont le progrès sera déjà et d'ores et déjà rémunéré, et les producteurs bio qui sont à la fois bien rémunérés pour le produit bio et rendent des services environnementaux, ben ils sont doublement payés. Qu'est-ce que ça pourrait aller vite, la transition écologique? À l'Assemblée nationale. Juste, alors, on a deux questions. Juste, si tu peux prendre 30 secondes le micro, est-ce que noircir le conventionnel, c'est bon en communication? Rapidement. Je suis d'accord avec monsieur, vous vous en doutez. Moi, je vois deux dangers là-dedans. Le premier, ça va peut-être vous paraître un peu fou ce que je dis, mais il y a des gens qui envisagent la France sans paysans du tout. Des jardiniers, quoi, des super jardiniers. Pas pour demain, mais pour la pêche, aujourd'hui, il y a des gens qui imaginent la France de 2025 ou de 2035 sans aucun pêcheur. La mort totale, la suppression totale de la filière pêche. Tout simplement pour préserver les écosystèmes marins. Et si on noircit trop le conventionnel et l'agriculture en général, un jour quelqu'un va venir et dire que la France a besoin de jardiniers pour entretenir ses paysages. Si vous discutez avec l'association L214, qui elle est opposée à toutes les formes d'élevage, bio ou conventionnel, il vous explique très posément que demain, l'Auvergne, le Limousin, le centre Finistère et les Pyrénées seront animés par des super jardiniers pris en charge par l'État. Oui, j'avais deux remarques par rapport à l'investissement. Un gros problème, c'est le foncier, c'est l'accès au foncier, pour répondre un peu à la question de la transmission aussi, la transmission de nos fermes. En fait, il y a des solutions qui sont envisageables, et là on a besoin aussi du soutien de la collectivité. C'est l'achat en commun, enfin c'est Terre de Liens, quoi. Terre de Liens qui justement investit avec des capitaux de particuliers pour faciliter l'installation des futurs repreneurs sans avoir à investir dans le foncier. Parce que toutes les générations, les agriculteurs sont obligés de réinvestir, et en plus ça fait monter artificiellement le coût du foncier mécaniquement, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transmission, enfin une transaction financière, il y a des frais de notaire, etc. Donc mécaniquement, le foncier augmente juste parce qu'on se le transmet de génération en génération. Donc il y a une solution, pour chanter ça, c'est Terre de Liens. Et puis donc j'invite tous les producteurs qui approchent de la retraite à s'intéresser à la question et à envisager donc une transmission via Terre de Liens. Ça facilite l'installation des jeunes, et puis ça évite et du coup ça leur permet d'investir dans autre chose. Ils investissent dans du cheptel, ils investissent dans du matériel justement pour avoir du bon matériel. Voilà, donc ça c'est une solution. Et la deuxième remarque, c'était par rapport à la rémunération des pratiques vertueuses. En fait, les MAEC, les mesures agri-environnement et climatiques, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, enfin, moi, je fais le parallèle, sauf qu'on a 2 ans de retard de paiement. Donc là, on n'a pas reçu les paiements de 2016 et on n'aura pas ceux de 2017. Enfin, on a des ATR, mais c'est des... Voilà. Donc l'esprit est là, je pense, un petit peu au travers des MAE. Et ça, les MAE, ça concerne tout le monde. C'est pas que les bio, c'est aussi les conventionnels qui font des efforts, qui réduisent la part de maïs, qui augmentent la part d'herbe, etc. Et je trouve que ça, c'est un bon levier aussi, quoi, les MAE. Merci. Alors, il y avait une question juste au fond. Merci. Alors, je me présente. Je suis Michel Usan, apiculteur professionnel dans le Finistère, donc, et engagé en bio depuis maintenant 2 ans. Alors, je voulais rebondir sur trois thèmes. Alors, pour le glyphosate, bon, monsieur Dufumier, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de, si j'ai bien compris vos propos, pas de statistiques. Moi, ce que je voudrais dire par rapport au glyphosate, c'est que c'est un désherbant total. Or, il faut savoir qu'une des problématiques de l'apiculture, c'est aussi un manque d'alimentation variée. Donc, moi, je me place de toute façon, quoi qu'il en soit, et quels qu'en soient les degrés de toxicité ou pas, il faut arrêter le glyphosate. Ça, c'est de toute façon un guideline. Il faut arrêter cette merde, quoi, parce que de toute façon, si ça désherbe une céréale en couverture d'hiver, le reste est que ça empêche toutes les pousses d'autres choses. Donc, ben voilà. Merci à tous les agriculteurs qui s'engagent dans l'agriculture biologique de ne plus avoir ce type de pratique et de penser de toute façon, dans leur pratique au quotidien, dans la gestion des haies, à veiller à ce qu'il y ait de toute façon une diversité
d'offres dans les haies que vous allez planter, enfin, à la façon dont vous allez travailler, aux légumineuses, très important. Je vous invite à mettre du trèfle incarnat au maximum, éviter le trèfle rose. Le trèfle rose, parce que le trèfle rose a une corolle trop longue et les abeilles ne peuvent pas aller la butiner. Favoriser le trèfle vert, le trèfle blanc. Enfin voilà. La deuxième, on parlait des prix. On n'a pas parlé suffisamment des prix. Les grandes surfaces ont toujours axé sur les prix bas, les prix bas, les prix bas. Nous, on veut être payé à un prix normal. C'est un prix normal qu'on doit pouvoir défendre. Moi, je veux un prix normal quand je vends mon miel. Je ne veux pas qu'on me discute en me disant « c'est trop cher ». Non, c'est le prix que ça me coûte, surtout dans les conditions actuelles dans lesquelles je dois travailler. La troisième, c'est par rapport aux néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, quand ils sont arrivés sur Gaucho, sur le tournesol, donc nous ici on n'était pas trop concernés, mais sauf que les collègues ont très bien montré la problématique qui se passait. Dans nos réunions, on parle d'un avant et un après, un peu comme JC, quoi. Hein. Il y a avant néonique et après néonique. Les néonicotinoïdes sont des substances de traitement de semences qui sont dans toute la plante. Alors, qui polluent tous les compartiments, que ce soit les nectars ou les pollens. Ça a été très très bien prouvé dans les collègues, notamment en Vendée et dans les plaines du Poitou, parce qu'ils se sont dit, mais voilà, nous, nos baisses de rendement sur les tournesols, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Et on avait des déperditions butineuses. Tout le monde partait travailler, mais personne ne revenait. Donc ils ont découvert que c'était ça. Ils ont levé le poteau rose avec le Gaucho. Donc, à l'époque, c'était, j'ai oublié son nom, a dit on arrête sur les tournesols. Mais ils se sont dit, il y a quand même un truc qui ne va pas, c'est que ça continue à diminuer, on perd nos colonies. Et en fait, ils se sont rendus compte que les produits étaient restés jusqu'à 2 ans vivants dans les sols, et quand ils ont replanté derrière, ben, la problématique se renouvelait. Donc, les néonicotinoïdes, en plus, Monsieur Lecomte de l'INRA d'Avignon a très très bien montré qu'en fait, ce sont aussi des perturbateurs au niveau de l'immunité. Donc là, je parle des abeilles, mais je ne vous dis pas au niveau du reste de tous les autres pollinisateurs sauvages. Donc, le discours, à un moment donné, de l'agriculture, de la FNSE et tout ça, et de Bayer et compagnie, il disait « Ouais, mais c'est parce que vous avez le varroa ». Quand j'ai commencé, moi, donc le varroa, je résume rapidement, c'est un parasite qui a envahi toutes les colonies d'abeilles à partir de 1984-85. Donc c'est un parasite qui, bon, je ne rentre pas dans la biologie, reste que ce qui a été prouvé par les affaires Lecomte, c'est qu'on a une baisse de l'immunité. Les abeilles, en fait, on perd leur capacité à résister à tous leurs problèmes sanitaires. Normalement, elles survivent. Elles s'en défendent très bien. Moi, quand j'ai commencé à faire l'apiculture professionnelle, c'était dans le sud de la France, c'était à partir de là que les grosses infestations avaient commencé. On faisait un traitement d'hiver. En hiver, un seul traitement, et vous avez des milliers de varrois qui tombaient. Donc les abeilles étaient capables de résister à la parasitose, tout simplement parce que les populations ne diminuaient pas en cours d'hiver. Donc en fait, le discours ça a été, oui, mais vous traitez mal vos colonies contre les varrois. Mais non, mais non, mais non. Le problème, ça reste la perte d'immunité et la dégradation des populations pendant l'hivernage, tout simplement parce que les abeilles ne tiennent plus le coup. Elles ne tiennent plus le coup aussi. Pourquoi? Mais parce que au niveau, au niveau procréation, nous, on démarrait avec des reines qui pouvaient travailler, entre guillemets, je m'excuse du terme, pendant 4 ans. On les tenait, il n'y avait pas de problème. Là, maintenant, on en est à réduire. Il faut élever en permanence, avoir des reines qui au bout de 2 ans, ne valent plus rien, pas tout simplement parce que leur capacité de procréation a flanché. Et on sait très bien que le pouvoir fécondant des spermes de mâles a diminué aussi. La question c'était que je voulais intervenir parce que depuis tout à l'heure, on parle des éleveurs, du bio, du lait, des machins, des légumes, et il n'y a pas la place pour les insectes. Et c'est très très important de ne pas oublier la problématique insectes. On a besoin de tous les insectes, les abeilles qu'on a réussi à tenir en vie jusqu'à présent, mais il y a toutes les autres populations d'insectes qui s'écroulent, et je ne vous parle pas des populations d'oiseaux herbables. Merci.
Oui. Rapidement. Alors, effectivement, je disais, le glyphosate, par rapport cancérigène probable, sur la partie qualité sanitaire, on dit ce n'est pas statistiquement avéré parce que c'est effectivement dans 50 ans. Mais attention, derrière les pesticides dont on parle, il n'y a pas que la question de la sécurité sanitaire des aliments. Il y a aussi tous les équilibres ou déséquilibres écologiques. Et les néonicotinoïdes, c'est exactement la même chose, et vous l'avez très bien dit. À la fois, le caractère, les relations de cause à effet qu'il y a de butiner des néonicotinoïdes et d'être déboussolé ou de perdre ses caractères humanitaires, c'est scientifiquement démontré. Maintenant, quand on essaye de faire une étude statistique à l'échelle de la France pour vérifier s'il y a plus de surmortalité d'abeilles là où il y a plus de néonicotinoïdes, statistiquement, on n'y parvient pas, parce qu'effectivement, à un endroit, c'est le varroa, à un endroit, c'est le frelon asiatique, et un peu partout, c'est le manque de biodiversité. Donc quand c'est multifactoriel, et que les scientifiques essayent de voir est-ce qu'il y a une corrélation statistique, c'est comme ça qu'on parle, c'est-à-dire plus de surmortalité qu'en plus de néonicotinoïdes, le fait qu'il y ait d'autres facteurs qui interfèrent dans d'autres endroits fait qu'on ne parvient pas à dire c'est statistiquement avéré. Mais ne vous y trompez pas. Pour l'environnement, comme pour la qualité sanitaire des aliments, c'est quand même scientifiquement démontré. Et l'argument, parce que l'argument hystérique, c'est quand même le camp qui nous dit c'est pas statistiquement avéré, circuler, il n'y a rien à voir. Alors là, honnêtement, ces gens qui disent ça, moi je pense que c'est eux qui aboutissent à un discours hystérique, et franchement, je trouve ça même méchant. Et en fait, à Paris, moi je consomme du miel de béton, et j'ai cru comprendre que... oui, ça s'appelle du miel de béton, c'est à Saint-Denis, et en fait les abeilles produisent plus de miel qu'en province, en fait, dans les villes. Elles sont du miel de béton, c'est à Saint-Denis, vous savez, et donc voilà. Oui, en quoi Donc vous êtes... Et en fait, les abeilles, c'est quand même des révélateurs. C'est la belle démonstration, hein, c'est l'endroit où il y a le moins de surmortalité d'abeilles, parce qu'effectivement, il n'y a pas de néonicotinoïdes, les jardins des plantes sont renouvelés, la biodiversité est renouvelée, on fait ça sur les toits. Effectivement, c'est le seul endroit en France où il n'y a pas de surmortalité des abeilles. Mais ça rejoint la totalité des facteurs. Là, la totalité des facteurs va contre la surmortalité des abeilles. Ah bah tiens, il n'y a pas de surmortalité des abeilles. Il y avait une question. Oui, bonjour, Pierre Lebris, en polyculture bio. J'ai une question pour monsieur journaliste Erwan. Bon, aujourd'hui, très clairement, il y a un changement d'échelle au niveau de la bio. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vont à marche forcée, qui sont des acteurs industriels, qui contournent allègrement le cahier des charges. Hein. Prenons l'exemple des volailles, 3000 bêtes par bâtiment, on met un filet au milieu du bâtiment et on monte comme ça à 12 000 volailles dans un bâtiment. Donc très franchement, anticipons un peu, il y aura des problèmes sanitaires, il y aura une crise de la bio, il y aura une crise de confiance dans les années qui viennent, tôt ou tard. Parce qu'il y aura un scandale, quand on a 12 000 bêtes dans un bâtiment, on sait ce qu'il advient à terme. Donc, quelle est, devant ce constat, la meilleure démarche à adopter pour nous autres producteurs bio, acteurs sur nos territoires, pour anticiper cette crise de confiance qu'il y aura au niveau des consommateurs? Est-ce que cela passe par une marque plus exigeante? Est-ce que ça passe par une différenciation dès à présent de nos productions, c'est-à-dire agriculture paysanne, semences paysannes, je rejoins Léa. Donc, quelle stratégie, vous qui êtes sensible à ces aspects de communication, pouvez-vous nous conseiller aujourd'hui ? Je ne suis pas spécialisé en communication de crise, mais je suis d'accord avec vous, il faut l'envisager. La question des cahiers des charges, honnêtement, dépasse mon niveau de technicité. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut vraiment pas mentir aux gens. Il faut que le bio se présente pour ce qu'il est, une technique de pointe, avec le recours à des substances qui sont dangereuses, mais qui sont maîtrisées, qu'on sait utiliser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je rejoins Marc Dufumier, il faut entretenir le lien qui n'est pas si robuste que ça entre bio et proximité. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays qui feront le bio moins cher que les Français. Et si demain on met uniquement l'accent sur la question de la toxicité éventuelle et de la nécessité d'avoir une alimentation saine, eh bien vous allez très facilement trouver des gens comme Leclerc qui annoncent son intention de créer 200 magasins bio, qui vous diront, si le seul critère c'est la sécurité sanitaire, très bien, moi je vais aller acheter des mangues au Pérou, elles seront bio, du raisin au Chili. Un conteneur, pas réfrigéré, mais un conteneur standard, pour 1 500 €, vous l'envoyez du Havre à Shanghai.
et un conteneur réfrigéré, ça doit être 2500 €. Donc je vous laisse imaginer, ça fait 12 mètres de long, on peut mettre des quantités de marchandises faramineuses là-dedans. Donc le transport maritime est tellement bon marché que vous trouverez facilement des producteurs au Chili ou en Nouvelle-Zélande pour vous concurrencer. Si le seul critère est la sécurité sanitaire, si on introduit la dimension locale et une certaine forme de... En fait, je pense que la difficulté, c'est d'introduire une dimension locale, mais en sortant du clicheton du paysan avec son pantalon en velours et sa casquette et sa pipe, quoi. C'est local, mais c'est pointu. Je pense que ça peut être une voie de sécurité pour l'avenir. Oui, parce qu'en fait, on a appris aussi que, par exemple, l'agneau de Nouvelle-Zélande, où un distributeur récemment me disait que les fruits qu'il recevait du Chili et qui étaient bio avaient un impact carbone qui était meilleur que les produits finalement cultivés en France. Oui, on a fait le calcul à Que Choisir, il a été extrêmement difficile, mais si vous êtes Savéole, par exemple, vous devez livrer des tomates à Marseille, vous ne pouvez pas concurrencer des tomates qui viennent d'Australie. Parce que vous voyagez en camion, et que les tomates australiennes ont voyagé en conteneur. Donc si ça a été cultivé sur une plaine côtière, l'Australie n'est peut-être pas un bon exemple, mais le Chili c'est un exemple excellent. Vous avez la plaine côtière, depuis l'exploitation jusqu'au terminal maritime, ils font 30 bornes en camion, ils vous battent. En fait, il faut des nouveaux systèmes économiques. Est-ce qu'il faut créer, Henri, une ferme idéale de la bio, un peu comme ferme d'avenir, à une certaine taille, un mode de fonctionnement et travailler en proximité? Ben ouais, sur des valeurs comme ça, ouais, le travail de proximité, ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Après, des tailles d'élevage, des tailles d'exploitation, sûrement que ça a un intérêt. C'est très très dur à quantifier. C'est un travail qu'on a essayé de faire, nous, à Biocohérence, avec des tailles d'élevage maximum en particulier. Et puis qui sont différents, hein, évidemment, suivant les productions. Et puis par contre, en termes de surface, c'est beaucoup moins évident, quoi. Qu'est-ce qui est le plus adapté, le plus judicieux, le plus durable? C'est beaucoup moins évident. Hein, il n'y a pas de modèle, qui soit vraiment durable et vraiment le nec plus ultra. Il y a des démarches qui vont vers plus de durabilité. Oui, je voulais juste réagir sur cette histoire de surface-là, parce que dans le projet de loi, justement, il y a l'idée d'arriver en 2022 à 15% de surface bio. Alors, moi, je trouve ça très bien, hein, mais moi, je me pose la question derrière, et j'aimerais que vous ayez cette réflexion-là. Si on reprend qu'en France, il y a 100 agriculteurs, si un agriculteur représente les 15% de surface en bio, moi je préfère qu'il y ait 50 agriculteurs qui représentent les 15% de surface en bio. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention sur cette notion de surface-là et pas oublier les producteurs qui vont derrière, et ça rejoint effectivement cette idée de taille d'exploitation. On est aussi là pour installer de plus en plus de paysans et pas l'inverse. Donc les fermes d'avenir, donc vous connaissez le projet, vous voyez, c'est en fait avant tout un cahier des charges économique, et on pourrait peut-être envisager un cahier des charges idéal pour la bio? Bah oui, je pense que, enfin moi ce que je vois pour la bio, soit la bio doit, enfin son cahier des charges doit évoluer encore plus vers le haut. Parce que le conventionnel aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer en fait, hein, dans une perspective de se démarquer, hein, parce que le conventionnel va être tiré vers le haut, et il y a un moment donné, le bio et le conventionnel, est-ce qu'ils vont se démarquer? C'est pas sûr. Donc soit le bio doit continuer d'augmenter son cahier des charges, soit un autre label doit être créé et laisser le bio à ceux qui sont aujourd'hui conventionnels et qui arriveront en bio, je sais pas, mais en tout cas il y a une grosse réflexion à mener, parce que moi je pense que si on n'anticipe pas ça, et là je parle en tant qu'agricultrice et pas en tant qu'élue, mais si on n'anticipe pas ça, on va se faire prendre notre label bio, et on ne sait pas ce qu'il en viendra après, quoi. Parce que l'important, je rejoins ce que disait Stéphane, hein, il ne faut pas que les conventionnels soient stigmatisés ou quoi. On est là pour tous les tirer vers le haut, et tous ensemble, on doit les aider à évoluer. Mais néanmoins, je pense qu'il faut garder ce label bio ou un autre label, mais continuer à tirer aussi vers le haut. Parce qu'on a toujours des choses à améliorer. Donc c'est un danger qu'on est en train de vivre avec l'Europe, Henri?
Oui, c'est un danger. En même temps, je vois qu'il y a des choses qui sont un peu rafraîchissantes là, et qui vont dans le bon sens dans ce nouveau cahier des charges là. Mais je vous dis, il n'est pas signé. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a pas avancé, on n'est pas revenu sur des décisions malencontreuses qui ont eu lieu en 2010, notamment des décisions qui font en sorte qu'aujourd'hui, la bio n'est plus le mieux-disant. N'est plus le mieux-disant sur certains points. Par exemple, le cahier des charges volaille autorise la société Duc en particulier à faire de la volaille en 71 jours. Donc le bio autorise aujourd'hui des souches à croissance semi-rapide qui s'élèvent en 71 jours. Les cahiers labels aujourd'hui sont à 81 jours. Donc on n'est plus les mieux-disants. Et puis en volaille, qui dit longueur d'élevage, dit qualité de la viande qui est derrière. Il y a d'autres points, je ne les ai plus en tête, mais il y a des points comme ça où on a perdu et on n'est plus les meilleurs. Sur les OGM, on n'est pas les meilleurs. La bio interdit l'utilisation des OGM, mais ne déclasse pas les produits qui sont pollués. Il y a des filières sans OGM, notamment les labels, qui sont bien plus performantes sur les OGM parce qu'eux disent qu'ils sont sans OGM. Ça veut dire qu'ils s'engagent à ne pas avoir de résidus. Donc de la performance de la bio. Y a-t-il... Oh là, des questions. Alors, essayez d'être bref parce qu'on va... Oui, bonjour, Fange Guillou, paysan à Saint-Évarzec. Je me posais la question en entendant tout à l'heure que un des points à aborder et à privilégier dans les années à venir, ce serait être à la pointe de la technologie, travailler sur les sciences du futur. Est-ce que finalement la bio ne devrait pas d'abord se différencier sur l'aspect social qui la défendrait sur le long terme et sur nos territoires, en montrant à nos concitoyens que c'est une agriculture qui peut créer beaucoup d'emplois, des emplois durables, des emplois humains, dans lesquels les gens peuvent s'épanouir et ne pas retomber dans ces visions qui a pu perdre l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui et qui va très mal, ces visions de croyances et d'élévation comme religion, du technicisme, de la technique et de tout ce qui va avec. Et je crois que c'est peut-être une des forces que la bio pourrait avoir, de remettre au devant de la scène cet aspect social et de l'inscrire durablement et véritablement dans le cahier des charges. Bravo pour cette question. On en avait parlé, Henri, vous voulez ajouter quelque chose? Erwan, tu veux... Oui, très vite. Hein. Pourquoi la bio n'utiliserait pas des robots? La robotique, ça crée des emplois, ils ne sont pas saisonniers, ils sont intéressants. Pourquoi elle n'emploierait pas des systèmes d'irrigation sophistiqués avec des logiciels? Ça crée aussi des emplois. Les pays où il y a beaucoup de robots sont des pays où il n'y a pas beaucoup de chômeurs, hein, comme le Japon ou l'Allemagne. Je connais assez bien la question du Japon. Le Japon a inventé les AMAP, ils ont une agriculture très dense en emploi. Ils sont très attachés autant que les Français à l'aménagement du territoire. Donc, mais là, je pense que c'est une évidence pour tout le monde dans la salle, c'est que toute la technologie, on voit maintenant des entreprises qui proposent des robots de désherbage concrètement. Il y a pas mal de maraîchers ici, je pense. Si demain on remplace le désherbage manuel par des robots, bah, c'est des emplois en moins et ça va vite. Un robot va remplacer 5-10 personnes, je sais pas moi. Et c'est la porte ouverte en fait à quelque chose qui n'a pas de fin. Non, là-dessus, c'est une question que je connais assez bien. La robotique ne détruit pas forcément et fatalement des emplois, malgré les apparences. Je l'avais noté avant de partir, hein, il y a un robot de 2 tonnes là, qui est en test sur une parcelle de 50 hectares de maïs. C'est un challenge sans théol. Mais derrière ce robot-là, il y aura des gens pour opérer la maintenance. J'ai évidemment pas les chiffres, vous en doutez. Non, je crois que tu es dans l'erreur un peu. La robotique n'a jamais créé d'emploi. Quand on fait le bilan sur toute la ligne. Non, j'adhère pas du tout à ça. Alors les critères... J'aimerais bien répondre, parce que l'échange est particulier. Henri, tu réponds à la question, parce qu'on en a d'autres. Hein. D'accord.
D'accord, bon, tu demandes à, à l'organisateur du débat. Oui, non, moi je suis Damien, maraîcher à Castres. Moi je pense qu'il faut opposer les agriculteurs. Quand je me balade dans les champs des voisins, je vais chez les conventionnels. Franchement, les mottes de terre, elles sont carrées. Il n'y a pas un seul petit trou de vers de terre, il n'y a rien, il y a peu d'arbres. C'est passé au débroussailleur, les tours de parcelles. Enfin, ils travaillent pas avec l'environnement, ces gens-là. C'est de la merde. Quand on peut pas se balader en campagne, faut dire ce qui est, ça pue. Quand on travaille dehors, le glyphosate, les fongicides, on les sent à 1 à 2 km, vous le sentez tous quand le vent il vient. C'est de la merde. Il faut s'en rendre compte. Alors après, peut-être que choisir va sortir un titre, mais on s'en fout de que choisir. Les gens, on discute avec eux, avec les clients, on va les voir dans nos magasins. Enfin voilà, sur les marchés, c'est pas un problème pour nous en fait, ça. C'est un problème pour les autres. Le Jean-Pierre Coff de l'agriculture était dans la salle. Henri, on en avait parlé un petit peu, c'est vrai, social et environnement, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que l'économie et... Ouais, alors, en deux mots. Effectivement, sur le social, c'est très difficile à trouver des choses qui soient mesurables. On peut par exemple dire que on peut s'interdire d'embaucher des gens qui ne sont pas sous contrat avec la législation française. On peut les travailleurs détachés, on peut se les interdire, mais on ne va pas pouvoir dire qu'il faut par exemple un niveau de salaire qui est je sais pas, qui a un SMIC et demi pour un salarié. C'est très difficile à dire, sachant que beaucoup de maraîchers en particulier qui ont besoin de main d'œuvre ne gagnent même pas le SMIC. Et qui sont très contents avec d'ailleurs parce qu'ils n'en ont pas besoin de plus. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à quantifier, à mesurer. Et en termes de social, c'est difficile de dire on est pour ceci, on est pour cela. On ne va pas pouvoir le mesurer. Du coup, si on ne peut pas le mesurer, ça a extrêmement moins d'intérêt. Et dans la mesure où on ne peut pas communiquer dessus, quoi. Voilà. Bonjour, Tanguy, paysan à Coatméal. Je voulais rebondir sur ce que disait Madame la députée tout à l'heure. Vous parliez de la taille des exploitations, je crois, des surfaces. Et en fait, la transition écologique arrivera, c'est pas une question politique, c'est une question de survie de l'espèce, je crois, tout simplement. Par contre, le problème qui risque de se poser dans notre pays, qui a connu une décroissance du nombre d'agriculteurs quand même depuis, on va dire 25 ans à peu près, où est-ce qu'on va trouver 300 000 ou 400 000 agriculteurs demain? Comment le gouvernement compte séduire la population de jeunes pour que cette transition écologique ait lieu, tout simplement? Voilà, c'est ma question. Merci. Qui veut répondre? Je peux répondre rapidement. Je pense que c'est pas au gouvernement de trouver les paysans. Enfin, le gouvernement peut pas tout faire non plus. Je pense que là-dessus, il y a un réel enjeu derrière. Et justement, l'agriculture de manière générale, je pense le bio, le conventionnel, doit voir les choses différemment. Je sais que le projet de ferme d'avenir, par exemple, vous pourrez regarder pour ceux qui ne connaissent pas, mais il est quand même un peu critiqué dans le monde agricole par les syndicats. Non mais, d'accord, mais c'est un autre modèle agricole qu'il propose. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Je pense juste que pour trouver des paysans demain, il va falloir penser différemment. Voilà. Je n'ai pas la solution. Je ne dis pas que Ferme d'Avenir a la solution. Je dis que l'agriculture, les paysans devront s'ouvrir à autre chose. Je ne sais pas à quoi. C'est une réflexion collective qu'on doit avoir. Mais on va devoir s'ouvrir à autre chose. Et ce n'est pas le gouvernement qui aura toutes les solutions à ça. Certaines, mais pas toutes. Alors, alors moi, c'était pas vraiment une question, mais dans les interventions, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de fausses vérités. Alors, pour ma part, j'ai essayé un robot l'année dernière. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que pour une fois, j'ai travaillé tout le printemps et tout l'été.
sans casque anti-bruit, sans odeur de gasoil et sans foutre une goutte d'huile par terre. Le coût énergétique du robot, 1 € hectare, imbattable. Ça m'a fait gagner énormément de temps et pourtant sur mon exploitation, mon chiffre d'affaires a été augmenté et ma part de main d'œuvre a aussi été augmentée sur mon exploitation à ce moment-là. Sans compter qu'en plus, ça fait travailler des techniciens et des concepteurs. Et le robot est français. Aujourd'hui, pour désherber, cette année, sur mon assolement, j'ai réduit certaines cultures. Parce qu'à un moment donné, quand il faut trouver 10 cercleurs à foutre dans le champ pendant 3 semaines, on ne trouve plus personne. Ou alors, on chope des mecs qui sont en bonnet, en jogging, qui courent dans les bois et qui s'appellent des Roumains. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage. Pour les travailleurs détachés, c'est pas grave. Aujourd'hui, en France, on en fait venir 140 000, alors que nous, on envoie 180 000 des travailleurs français travailler ailleurs. Il faut éviter les fausses idées et il ne faut surtout pas s'interdire de se moderniser, parce que je pense que justement, là-dessus, on nous attend beaucoup et il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir se les approprier. Et que j'entends souvent plus de craintes qui sont non fondées et on voit que les gens ont peur de s'approprier certaines choses comme les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, en partie aujourd'hui, peuvent nous apporter certaines réponses. Elles ne nous apporteront pas toutes les réponses, mais en partie, elles peuvent nous apporter beaucoup. On a le droit à une question supplémentaire. Oui, il y en a une. Alors c'est vous qui allez avoir la dernière question. Bref, intelligente, comme tout ce qu'on a entendu. Ouais, moi je suis Romain, maraîcher à Saint-Jean-du-Doigt. Je voulais répondre à ce que c'est Erwan, hein, je crois, c'est ça. Tu parlais du fait que les consommateurs, enfin qu'on pouvait critiquer la bio, que c'était pas naturel à 100%. Mais je pense que nous tous, on ne vend pas de faire un métier 100% propre, 100% tout. On a des tracteurs, on utilise du plastique, on utilise des produits parce qu'on est obligé, parce qu'on a envie de vivre, il faut qu'on survive nos cultures. Donc par moment, on utilise de la bouillie bordelaise, bon, on va sans doute arrêter bientôt. Et je pense que vous, les journalistes, vous jouez un peu ce rôle-là, parce que des fois, vous oubliez de donner la totalité des réponses. Par exemple, L214 qui parlait d'animaux maltraités aussi dans les abattoirs bio, oublie de dire qu'il n'y a pas d'abattoir bio tout court. Il n'y a pas de différence entre un bœuf bio qui est abattu et un bœuf non bio qui va être abattu dans ce même abattoir. Donc je pense que vous avez aussi un rôle à jouer en disant la vérité sur ce que nous sommes vraiment. On n'a pas toutes les vertus, nous, paysans bio, et je pense que, notamment FC Co Choisir, oublie de dire, oui, il peut y avoir des pesticides dans les produits bio, c'est pas 100%. On n'est pas parfait, nous, les paysans bio, on essaye de proposer le mieux aux générations futures, comme on peut avec les moyens qu'on a. Ça marche pas très bien peut-être, mais on y arrivera plus tard, quoi. Bon. Je peux répondre très vite? Pardon? Je peux répondre très vite? Ah bah oui. Je suis totalement convaincu que les paysans travaillent mieux que les journalistes, chacun dans leur branche. Et vous montrez en ce moment que vous acceptez aussi beaucoup mieux un regard critique sur ce que vous faites que les journalistes. J'aurais pas pu dire ce que j'ai dit là devant des journalistes concernant leur propre métier. Eh bien voilà. Merci Erwan. Marc, difficile exercice maintenant. Il faut synthétiser tout ça. Vous avez 8 minutes 30. Bon, merci. Merci donc pour le temps accordé. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce privilège de la conclusion. Pardon. Mais je vais ah oui, tenter. alors attends, oui, parce que ce micro, il n'est pas terrible. Alors voilà, on va faire déjà avec un bon micro. Oui, ça va peut-être mieux. Vous m'entendez? Est-ce qu'il est allumé? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Voilà. Alors, moi, ma conclusion, mais j'avais presque dit en introduction, bio, local et équitable, c'est l'idéal. Chacun des combats est imparfait. Alors sur le bio, je crois que ça a déjà été un peu dit, qu'il y a des marques aujourd'hui, on a cité beaucoup Biocohérence, mais on peut citer Nature et Progrès, Demeter, etc., qui se veulent plus exigeants que le label, et c'est bien le signe que dans le monde bio, et j'ai eu l'impression que c'était largement partagé ici dans cette salle, il y a encore des efforts à accomplir. Moi je pense que l'un des travers c'était d'opposer chimique et naturel, alors qu'il faut penser plutôt écologique, c'est-à-dire fonctionnement d'un agro-écosystème complexe. Un bocage, ça n'a rien de naturel. Hein. Je veux dire, on n'aurait pas mené de bocage, ce serait la lande ou la forêt. Moi, la première fois que j'ai travaillé dans une rizière,
On m'avait enseigné la riziculture, je devais enseigner la riziculture améliorée pour accroître le rendement du riz, et j'ai découvert qu'il y avait des poissons, qu'il y avait des escargots, qu'il y avait des canards, qu'il y avait des grenouilles, qu'il y avait des protéines, et moi avec mes engrais et mes produits pesticides, pour accroître le rendement du riz, je tuais les grenouilles, je tuais les canards, je tuais ça. Donc à partir de maintenant, on va raisonner, non, l'objet de travail des agriculteurs, c'est un agroécosystème d'une incroyable complexité qui n'est plus naturel, qui est aménagé par l'homme, mais dans l'histoire de l'humanité, sachez qu'il a été possible bien des fois de créer des agroécosystèmes, des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, qui étaient donc pas naturels, mais qui étaient à la fois productifs et durables, et une alimentation saine. C'est l'agriculture qu'on qualifie parfois de conventionnelle, mais qui, je trouve, c'est trop inspiré de l'industrie, cette agriculture, spécialisation excessive, ça a été signalé tout à l'heure, qui nous aboutit à des effets néfastes. Et celle-là, effectivement, je suis désolé, alors c'est vrai, je comprends parfaitement qu'il ne faut pas en faire une discussion de secte, il ne faut surtout pas hystériser, moi je suis très sensible à ça. Il n'y a pas la secte des bio et les anti-sectes. J'avoue que L214 et le mouvement vegan, je lui reproche d'être sectaire, c'est-à-dire c'est pas le bien-être animal qui est la défense, mais c'est de savoir si on est dans la bonne secte ou pas. Alors ça, défendre le bio par des méthodes comme ça, c'est la catastrophe. Et il faut trouver des transitions pour que des gens en démarche de progrès puissent être correctement rémunérés, même s'ils n'ont pas encore la totalité d'un cahier des charges, et même si ce cahier des charges, nous, on souhaiterait le revoir à la hausse. Le bio, moi, ce que j'en comprends, je vous le dis tout de suite, c'est high-tech. Alors là, vraiment, le high-tech, il faut s'expliquer. Maintenir des populations d'auxiliaires qui vont neutraliser les ravageurs pour que la plante ne soit pas trop affectée. Associer plusieurs cultures ensemble pour que les pathogènes ne prolifèrent pas trop. Sélectionner des variétés qui soient tolérantes et qui peuvent vivre avec l'insecte et qui ne nous obligent pas de le tuer. Une couverture végétale permanente qui fait un usage intensif des rayons du soleil, de l'énergie solaire pour nous fabriquer de l'énergie alimentaire. Faire un usage intensif des légumineuses pour qu'elles nous fabriquent des protéines par la voie biologique sans qu'on ait importé des engrais azotés de synthèse. L'usine de Toulouse a explosé, il n'y a plus de gaz de lac. Donc si on pouvait être plus raisonnable, ce serait quand même pas mal. Alors ça, écoutez-moi, c'est savant, je retiens le mot pointu, dans le sens, c'est savant, ça, juste un petit défaut, m'a-t-on dit, c'est pas industriel, c'est artisanal, et artisanal, c'est soigné, c'est bichonné, et le vrai coût du bio, c'est le travail supplémentaire. Et ça n'exclut pas les techniques, moi je pense que si on peut alléger la pénibilité du travail, mais il n'en reste pas moins que cette agriculture, avec la difficulté quand même, c'est que si on commence à investir dans des robots, on risque de se spécialiser pour amortir au plus vite, et on entendait ça un petit peu, et ça c'est vrai que c'est pas forcément toujours compatible avec le bio. Donc là, on va essayer effectivement que la motorisation, la mécanisation et la robotisation aident non pas à détruire les emplois, mais au contraire, à alléger la pénibilité du travail pour que ce soit alléchant pour le plus grand nombre et que le plus grand nombre veuille s'installer. Le local, je pense que ça a été quand même dit, c'est vraiment pas... Alors, et ça a été dit avec les nuances qu'on a indiquées, un produit qui peut venir de très loin en énergie ou en équivalent carbone est parfois moins coûteux qu'un produit sous serre dans lequel il aurait sous serre chauffée. Donc là, il nous faut être très zen. C'est-à-dire que l'idée d'un circuit court géographiquement est une idée très juste, notamment quand on veut valoriser les potentialités productives d'un terroir, d'un pays, l'approche territoriale, l'approche plan alimentaire territorial, avec une agriculture diversifiée, association agriculture-élevage, peut-être pas à l'échelle de chacune des fermes, mais au niveau des terroirs, peu de transport de paille, peu de transport de fourrage, peu de transport de fumier, mais un recyclage en circuit géographiquement court là-dessus, et puis les circuits courts avec le moins d'intermédiaires possible et pouvoir quand même bâtir des petites plateformes logistiques qui viennent en concurrence avec les 4 centrales d'achat où se ravitaillent les Leclerc, les Carrefour, les Auchan, les Lidl et autres choses. Je trouve que c'est franchement pas idiot. Vous êtes dans cette voie et c'est un combat qu'il faut mener parallèlement. Moi je pense que les plans alimentaires territoriaux, c'est très chouette. Et alors, équitable. Et bien oui, je pense, il nous faut impérativement que cette agriculture plus artisanale, qui exige plus de travail, eh bien, ce supplément de travail doit être correctement rémunéré. Je suis désolé. Et ça doit être rémunéré par les prix. Et la grande chance qu'on a quand même, je vous signale, depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, l'allégation commerce équitable, elle est autorisée pour des produits d'origine France. La loi est passée, les décrets d'application sont passés, et on est en train en ce moment au ministère du Commerce de discuter sur les conditions de labellisation et de certification par des tierces parties. Je pense que d'ici 1 an, on y sera. On travaille à ça.
Et je pense que, y compris, je ne vous cache pas, ce n'est pas un secret des dieux, mais la marque Biocohérence, pour parler de Biocop, alors je vais vous dire, je pense que le jour où l'allégation commerce équitable est labellisée et certifiée, vous allez voir marqué sur les paquets commerce équitable avec le label et le logo. Et ça va permettre à des consommateurs, excusez-moi, de quand ils vont acheter un produit plus cher, eh ben, ils veulent avoir la garantie que ce soit, si possible, bio, local et équitable. C'est dommage parce qu'on va, à l'inverse de l'idée initiale, qui était celle de Nature et Progrès autrefois, que dans les conditions du bio, on mettait aussi du social, et vous avez raison, on l'a supprimé un peu du cahier des charges, et bien du coup, on va devoir avoir 2 labels, 2 certificateurs. La justice voudrait, je ne dis pas pollueur-payeur, mais le polluant, oui, devrait être taxé. Si on taxait les engrais azotés de synthèse, vous verriez beaucoup d'agriculteurs qui se remettraient à faire des légumineuses, et la France, qui est déficitaire pour les 2/3, et elle importe ses légumineuses, hein, le haricot du cassoulet de Castelnaudary, il vient d'Argentine, hein, et l'alimentation de nos cochons, ça vient du Brésil. Eh bien écoutez, pourquoi en France, et l'Europe des 28 est déficitaire pour les 3/4 de ces protéines végétales? Le local, c'est pourquoi en France, on ne prenait pas des protéines françaises, sur le territoire français, avec des animaux français, et on utiliserait l'azote de l'air français. Ça fait franchouillard, mais quand je suis au Brésil, et que je fais cette provocation, je dis, on devrait mettre des droits de douane à votre soja, etc. Ils me disent qu'eux ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, nos ruminants, nos volailles. Ils préféraient nourrir, eux, des Brésiliens. Donc, il est clair que il faut qu'il soit équitable aussi pour le Brésil. C'est-à-dire, il faut que des gens puissent acheter leur soja, alors que nous, c'est nos cochons qui sont plus solvables que les Brésiliens, quoi. C'est enfin nos usines d'aliments du bétail. Donc oui, il nous faut rebâtir un commerce équitable fondé, alors, on va dire, sur les coûts de production, un revenu décent et qui prend en compte la totalité des coûts de production. Je dois vous dire que quand j'ai écouté notre président de la République à mi-parcours des États généraux de l'alimentation et que j'ai entendu dire la chose suivante, il faudrait que désormais nos agriculteurs soient capables de facturer leurs produits, eux, et ne pas se voir imposer les prix, et factureraient leurs produits en tenant compte du juste prix, c'est-à-dire du juste coût de production. Et donc si c'est artisanal, les plus exigeants travaillent, bah écoutez, ils le facturent effectivement un peu plus cher quand c'est de qualité. Je parle qualité sanitaire, environnementale et autres. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, pour le consommateur, c'est le lait pas cher qui lui coûte très cher. Il paye des impôts pour retirer les algues vertes. N'oublions pas que le pain pas cher pour un consommateur, il le paye très cher. Pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, il paye très cher la dépollution de l'eau. Donc c'est vrai que le produit artisanal lui apparaît plus cher sur le marché, et si ça exigeait plus de travail, excusez-moi, ça mérite d'être correctement rémunéré. Juste un problème, un tout petit problème. C'est dire, on va désormais en France facturer, et ça couvrira le coût de production, si nous signons le CETA, si nous négocions le TAFTA, si on fait des accords de libre-échange, eh bien Leclerc l'a déjà dit, vous voulez plus cher? Moi j'achète à l'étranger. Et ça pourrait nous menacer aussi pour les produits bio, je vous le signale. Alors, le commerce équitable, c'est peut-être une façon d'anticiper pour le jour où, éventuellement, des grandes et moyennes surfaces, effectivement, vont mettre en production une agriculture bio que nous, on souhaite plus artisanale, plus exigeante et autres, avec éventuellement des produits bio moins regardant l'étranger, parce que plus spécialisés, plus fragiles, et ce genre de choses, moins respectueux de l'environnement. Donc moi, je pense effectivement que notre combat, c'est bio, local, équitable. Ces 3 combats qui chacun peut apparaître imparfaits. Eh bien, il nous faut battre, il faut faire converger ces 3 combats. Et pour y arriver, je pense effectivement, moi, l'hystérie, les combats sectaires, je pense, il faudra que, même si chacun de nos combats n'est pas parfait, il faudra quand même qu'on sache, et alors ça a été quand même un progrès, la plateforme citoyenne pour les états généraux de l'alimentation, il y avait les consommateurs, il y avait donc l'UFC Que Choisir, il y avait le WWF, il y avait la FNH, la FNE, il y avait CCLCV, il y avait la Confédération Paysanne, il y avait... Et nous avons réussi quand même si l'avant-projet de loi est très décevant par rapport à ce que nous avons proposé, il faut très clairement le dire, et je suis fâché effectivement avec le ministre de l'Agriculture actuel, je ne vous le cache pas, mais notre grande force, c'est que pour une fois, on a réussi à jouer paysans, consommateurs, environnementalistes, tous unis, et on a surmonté nos sectarismes. Donc paysans, consommateurs, environnementalistes, tous unis, et on ne sera plus sectaires. Merci. Là, on lève les bras, on bouge les fesses. Bon, je reprends un peu le micro, du coup, pour clôturer cet AG. Cet AG où, pour nous, ça nous fait chaud au cœur en tant qu'administrateur de vous avoir eu si nombreux.
Et c'est pour nous, administrateurs, mais aussi pour les salariés. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et donc du coup, avant de clôturer vraiment, du coup, je voulais quand même remercier, parce que je l'ai oublié tout à l'heure et j'étais pas là, l'équipe des salariés qui, l'année dernière, ont fait un boulot extraordinaire pour qu'aujourd'hui, le GAB soit encore vivant. Voilà. Je tenais à les remercier parce que si aujourd'hui, au niveau financier, ça va bien par rapport à tout ce que, enfin, voilà, tout ce qu'on a perdu comme subvention, c'est grâce à eux. Merci. Et donc du coup, je vais remercier les intervenants de s'être déplacés pour certains et d'avoir pris du temps pour partager des idées. Je crois que c'est important aujourd'hui qu'on partage des idées, parce qu'on a besoin de parler ensemble pour savoir ce qu'on pense les uns les autres, pour échanger, pour construire et pour créer. Et du coup, je remercie Marc Dufumier parce que sur la conclusion, parce que j'ai rien à rajouter. Donc du coup, voilà, c'est intéressant. Il y a des pistes du coup de travail pour nous, et c'est aussi ce qu'on recherche. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. On va aller boire un coup.